Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi de mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, ce sera une très courte introduction, parce que c'est un petit peu la course de mon côté. Pour vous expliquer, le podcast sort mardi et j'enregistre cette intro la veille, le lundi. Donc habituellement, j'ai toujours à peu près une semaine de battement. Et là, vu que c'est la course compliquée. Ce week-end, j'étais dans mon immeuble avec mon associé, mon frère et un copain. On a loué un camion de déménagement et en fait, on a amené tous les meubles dans l'immeuble qu'on a acheté récemment. Donc c'est un petit immeuble dans lequel il y a une colocation de 4 chambres et une location courte durée de 2 chambres. Donc on s'est amusé, on a fait ça tout le samedi. Ça nous a pris tout le samedi plus une partie du dimanche matin pour monter tous les lits, monter tous les dressings, monter tous les meubles, l'électroménager à brancher, etc. Et puis là on est lundi, donc j'ai passé toute ma matinée à Action pour acheter tout ce qui est un petit peu déco, tout ce qui est fourchette, assiette, bol, etc. Cet après-midi, direction un autre magasin pour finaliser la déco. Donc c'est sport. Et donc voilà, tout simplement. Et pour vous faire un petit retour sur le podcast avec Laurent, ça a très bien fonctionné. Il y a eu des beaux retours sur le podcast. Donc je tenais à remercier à nouveau Laurent pour sa participation au podcast. Et puis à charge de revanche pour que moi je passe dans le sien. Ce sera avec grand plaisir, Laurent. Et aujourd'hui, le podcast qui sort, c'est un podcast avec William. Donc je vais être très bref, mais vous allez voir, il est jeune, il est dynamique, il a un parcours incroyable. Voilà. Il a 26 ans, il a déjà créé plusieurs sociétés. Pendant ses études, en plus de ses études, il faisait du freelance un petit peu. Il touchait 3 800 € par mois. Donc franchement, voilà, un gars déterminé, vous allez voir. Et puis sinon, concernant les écoutes du podcast, ça continue de grimper toujours. Je suis super content. Donc déjà, de une, je tenais à vous remercier par rapport à ça. Et de deux, merci aussi pour les commentaires, pour les notes 5 étoiles, pour les abonnements sur YouTube. Donc je vous le redis encore une dernière fois, enfin ce ne sera pas la dernière fois bien évidemment, mais voilà, je vous le redis une dernière fois dans cette introduction. Merci de prendre le temps à chaque fois de mettre une petite note 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify. Merci de prendre le temps de mettre des commentaires sur les plateformes d'écoute, notamment Apple Podcast, YouTube. Merci également pour les j'aime sur YouTube, merci pour les abos sur YouTube. En tout cas, vous êtes au top. Et puis voilà, je vous laisse avec l'épisode du jour qui, j'espère, vous plaira. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois William dans le podcast. Je suis très heureux de l'accueillir. Je le remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Écoute, merci pour l'invitation. Voilà, c'est grave cool. Et avec William, on s'est rencontrés. Alors, je saurais pas dire quand exactement. C'était il y a 2 ou 3 ans. J'ai plus l'année exacte, mais on s'est rencontrés à un apéro IMO que j'ai organisé sur Lyon où on était une trentaine à peu près. Et Lyon, c'était même éculé, tu disais en ouais, je me pose la question de comment je suis venu à cet apéro. J'étais venu avec 2 potes, je sais même pas ce qu'on foutait là. Qui m'a invité, c'est peut-être Anthony de Nestia qui m'avait invité, ou je sais plus, je l'ai peut-être rencontré là-bas. Ou alors ça devait être Flo qui m'avait invité. Ouais, Flo ou David qui avait partagé. David que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré là-bas. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça a été un peu le point de départ de tous les apéros IMO, parce que en fait, tu fais un premier apéro IMO, au début, t'as un peu le syndrome de l'imposteur. Tu fais partie des fameux débutants, les débutants qui posent, qui posent des questions à la con, c'est pas le terme, mais qui ont pas les codes, on va dire, qui sont impressionnés, qui posent certains types de questions. Typiquement le concours de patrimoine, celui qui aura le plus d'investissement, ou qui veut avoir un peu les chiffres pour se comparer. Et après tu t'affines, et après t'as plus d'informations, tu rencontres des gens et tu connais un peu plus le milieu, on va dire. Voilà, exactement. Et franchement, ce genre de soirée, je peux que le conseiller, parce que du coup tu rencontres du monde, tu t'agrandis ton réseau, tu rencontres des gens super inspirants, donc du coup ça te motive pour aller chercher des projets et puis pour continuer à te développer. Donc je peux que vous le conseiller. Ouais, et clairement, alors j'aurais enchéri, mais t'as le côté motivationnel qui, mine de rien, compte, parce que des fois tu vas être dans le tunnel des travaux, tu vas être te rabaisser un peu la cadence côté recherche, et en fait tu vas écouter une discussion de quelqu'un qui était plus motivé sur l'instant, qui va parler de son parcours, et tu vas dire putain mais c'est génial,
Je veux faire pareil. Les gens sont plutôt les gens qui parlent à ce genre d'événement sont souvent plutôt enthousiastes. Oui. Et du coup, ça donne envie d'y aller plus fort, de faire plus de visites, d'être plus ambitieux, de faire plus de banques pour avoir des crédits si on galère à les avoir. Et le deuxième élément, c'est aussi le côté formation, c'est qu'en fait, on est à une information de gagner tellement de sous, en efficacité. Oui. Et c'est là typiquement que j'ai pris la décision de changer de conciergerie et de passer par Nestia que j'ai rencontré là-bas et avec lesquels j'ai littéralement gagné de l'argent par rapport à la gestion, par rapport à ma précédente conciergerie. Ok, bah donc, ça vaut vraiment le coup. Eh ben écoute, on a pas mal de choses à se dire. Du coup, William, pour les auditeurs, j'aimerais qu'en 1 minute, tu nous dises en fait qui tu es, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais. Alors 1 minute, c'est toujours galère. Je vais mettre un chrono pour vraiment. Je vais essayer de jouer le jeu. Donc moi, William Palandre. Donc moi, je profil entrepreneur depuis des années et des années. J'ai commencé vraiment dans le digital, création de sites internet. Je me suis vite intéressé au sujet d'acquisition. J'ai monté une petite agence à la fin de mes études, même en parallèle de mes études. Mon objectif, c'était de commencer l'immobilier. Donc j'ai commencé avec un prêt étudiant, investir à Saint-Étienne. On pourra en reparler, mais je me suis quand même pas mal pris les pieds dans le tapis. Pour pouvoir lever de la dette, je suis allé prendre un CDI dans un sujet totalement différent. L'idée, c'était de bien gagner sa vie. Je suis allé devenir ingénieur d'affaires en société de conseil en ingénierie. C'est un peu comme des boîtes d'intérim de luxe pour les ingénieurs. Dès que j'ai pu lever mon crédit, j'ai coupé mon CDI pour monter une boîte de recrutement. Je suis parti avec le directeur de mon agence. J'ai développé une agence de recrutement pendant 1 an, mais j'en avais plein la tête à la fin. Et donc, je suis retourné dans le digital à mes premiers amours. Et maintenant, c'est ma machine à cash. Et ça me permet de réinvestir dans l'immobilier à fond. Et donc, normalement, j'ai tenu les 1 minute. Vas-y, c'est cool. Et du coup, une chose que tu as oublié, ton âge? 25 ans jusqu'à la semaine prochaine. Dans 1 semaine, je passe sur les 26 ans. Ok. Bon, bah écoute, c'est cool. Franchement, beau profil. Avant qu'on déroule sur ton parcours, j'ai 2 questions que je pose à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tu as une personne ou même plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie. Et si oui, pourquoi? Ouais, alors, une personne, ça va être excessivement compliqué. Dans la mesure où dans chaque domaine, ça c'est marrant que tu poses cette question parce que ce matin j'ai fini le livre L'effet cumulé, enfin je l'ai reterminé et il parlait justement du principe d'avoir un mentor dans chaque secteur dans lequel on veut s'améliorer. Et il y a plein d'environnements dans lesquels j'ai des mentors. Je vais te citer quelques sujets quand même en lien avec le podcast. Typiquement dans l'immobilier, il va y avoir par exemple une vie de liberté, hein, forcément, on te limite d'une vie de liberté. En fait, même dans l'immobilier, il y a plusieurs environnements. Dans la partie levée de la dette bancaire, il va y avoir Christophe, le banquier de l'IMO, sur YouTube. Dans le côté méthodologie de recherche d'appartement, je vais te balancer les vidéos de Gilles Grimm sur YouTube. Dans la partie équilibre vie personnelle, investissement, je vais dire Tony. Si on part dans la partie entrepreneuriale, par exemple, le côté vision entrepreneuriale pour faire de l'entrepreneuriat, mais pas à tout prix, en s'éclatant et en faisant du business, je vais dire Oussama Ammar. Le côté, à un moment, faut juste mettre de la patate, avoir des méthodologies et mettre bourrin. Grant Cardone, par exemple. Enfin, dans chaque domaine, il y a des gens qui m'inspirent. J'arriverai pas à me restreindre à une seule personne. Si je devais dire une seule personne qui m'a sur tout l'environnement, je dirais Oussama Ammar, avec son discours, sa vision et les fameuses vidéos de The Family qui sont quand même un bon point de départ, surtout pour moi, dans l'entrepreneuriat. Bon, bah écoute, je te remercie. Et deuxième question, j'aimerais que tu nous dises un petit peu les valeurs auxquelles tu tiens. Voilà, que ça peut être des valeurs qu'on t'a transmises ou alors des valeurs que tu as appris au long de ton parcours. C'est des questions qui se préparent, ça. Mais c'est ça qui est bon, justement. Ouais, non, mais c'est ça qui est bon. En moins, moi, un élément qui est important pour moi, c'est le côté fiabilité. Dans le sens où j'aime bien le principe que les gens arrivent à l'heure sur un rendez-vous. J'aime bien quand quelque chose est déterminé, que ce soit réalisé. La fiabilité intelligente, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve de flexibilité, mais si on s'engage sur quelque chose, un engagement, c'est important de le tenir. Une autre valeur qui va être importante, alors je sais pas si c'est exactement une valeur, mais j'aime bien le concept de la continuité dans l'effort. C'est peut-être plutôt une ligne de conduite. Souvent dans l'environnement entrepreneurial, dans la vie, dans l'immobilier,
on a un plan qui est défini ou pas d'ailleurs. On met des efforts. On a beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé des dizaines et des dizaines de projets. À chaque fois, l'origine de échouer, c'est un peu un luxe parce que souvent les gens n'échouent pas. Les gens ne travaillent pas assez pour tester leurs idées dans l'entrepreneuriat. Et en fait, quand on est continu dans ses efforts en permanence au quotidien, on finit par soit réussir, soit avoir le vrai échec. Mais souvent, on s'arrête avant l'échec parce qu'en fait, notre boîte n'a jamais décollé car on n'a juste jamais rien fait. Et ça, le côté persévérance, le côté dépassement de soi, le côté challenge, ça fait partie un peu des valeurs qui me drive. J'aurais plus la vision de me dire aujourd'hui, avec les petites expériences que j'ai à mon âge, que je préfère une croissance pérenne que plein de sprints. Donc la continuité dans l'effort, ça résume assez bien la chose, je pense. Ok. Bon bah écoute, merci pour ton partage. Ensuite, pour comprendre un petit peu mieux ton parcours, que ce soit l'IMO ou l'entrepreneuriat, Ouais. T'as fait quoi comme études exactement? Alors, au niveau des études, donc le bac S, spé maths classique, que j'aimais bien parce que le S ça ouvre toutes les voies et les mathématiques j'aimais beaucoup. Ok. Ça m'a poussé vers une prépa maths sup, que j'ai commencé mais que je n'ai jamais terminé pour la simple et bonne raison que en parallèle de ma prépa à Saint-Étienne, j'ai lancé une chaîne YouTube et je m'étais lancé le défi de faire une vidéo par jour. J'ai eu plein de projets, hein. J'avais aussi une marque de vêtements en parallèle de ma prépa. Donc, vous doutez bien que la prépa, c'est pas la meilleure année où lancer des projets entrepreneuriaux parce qu'on est censé quand même pas mal étudier. Ce qui fait que j'ai fait une bascule à l'université dans l'IAE de Saint-Étienne, puis après l'IAE de Lyon. Ce qui a été le meilleur ratio flemmardise résultat, on va dire. Et ça jonge quand même pas mal tout mon parcours, c'est que j'ai tendance à pas forcément choisir le chemin de la difficulté systématiquement, mais le chemin qui va me permettre d'aller le plus proche de mes objectifs, tout en y investissant le moins d'énergie. Typiquement, si j'avais fait un parcours ingénieur, j'aurais fini sûrement en école d'ingénieur ou en école de commerce pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, plus d'efforts, potentiellement des écoles plus chères, etc. J'insiste dessus parce que ça fait quand même partie du parcours. Donc, après, j'ai fait l'IAE Lyon. L'IAE Lyon, j'étais dans la junior entreprise de l'IAE Lyon. Donc, ça, c'est une association étudiante à but non lucratif, mais à vocation économique. Donc, on faisait des études de marché pour les entreprises. Et donc, j'ai fait une licence assez généraliste et ensuite un master entrepreneuriat. Donc, le master entrepreneuriat, très bien, très intéressant. On échange avec d'autres personnes. Bon, d'une autre manière, un master entrepreneuriat, grosso modo, vous lisez 4 livres et c'est réglé, quoi. C'est un peu caricaturé, mais dans l'idée, si vous lisez vraiment les 4 best-sellers, il y a 4 livres qui peuvent résumer l'intégralité de ce qu'on a appris dans le master. Encore faut-il être bien aimé la lecture. Mais voilà, j'insiste pas beaucoup sur mes études parce que je considère que c'est pas là où j'ai le plus appris. J'ai le plus appris vraiment en montant des projets, en lisant des livres. J'ai plus appris sur mon défi en lisant un livre par semaine pendant 1 an que dans pas mal de mes études universitaires. Donc voilà. Donc au global, un master entrepreneuriat, mais la meilleure école, c'était l'école du terrain quand même. Et la junior entreprise, naturellement. Ok. Et qu'on sache, du coup, tu disais le master, il est entre guillemets résumé en 4 livres. C'est quoi ces quatre bouquins? T'en souviens ou pas? C'est marrant, tu me dis ça. J'ai justement mes yeux sur ma bibliothèque en face. Pour le gros fondamental, pour les gens qui connaissent pas l'environnement de l'entreprise, je dirais le Personnel MBA de Josh Kaufman. Il est rouge et jaune, c'est ça? Il est rouge et jaune, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le concept de ce livre, pour la petite histoire, c'est un ancien professeur de Harvard, il me semble, qui a justement fait le pari de dire que les gens, au lieu de payer un MBA à 250 000 euros par an ou je sais pas quel prix à Harvard aux États-Unis, il valait mieux lire les 50 meilleurs livres de business du monde. Et ensuite, après cette annonce qui était assez dimensionnante, il y a eu plein de blogs à l'époque, dans les années 2010, je dirais, qui proposaient des listes des top 50, top 100 livres de business à lire pour éviter de faire un MBA et apprendre le business. Et le concept du personnel MBA, c'est justement de se dire, on prend ces 54 meilleurs livres, on fait un consensus, on définit quels sont les 50 meilleurs livres et on les résume dans un seul livre qui présente la crème de la crème, voilà, le nectar de tout ce qu'il faut savoir dans le monde de l'entreprise. Donc, pour se créer une culture générale d'entreprise, le personnel MBA est plutôt excellent.
Alors, il faut le lire, il faut intégrer les notions. Et c'est là où peut-être que je peux nuancer mon propos avant, c'est que l'avantage de l'université, t'apprends des connaissances, mais tu les intègres. Tu vas pas forcément très très loin, mais au moins tu les intègres parce que tu les rabâches et tu répètes. Le personnel MBA, tu le lis, t'as une connaissance globale. Après, faut rentrer dans le détail et faut le relire. C'est ça. Et je vais être plus rapide sur les 3 autres, sinon le podcast va durer des années, des années. Donc t'as le personnel MBA sur la partie efficacité, je dirais la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ok. C'est pas l'objectif de base de ce livre, mais ce livre il vous propose des solutions pour pouvoir gagner sa vie en travaillant le moins possible, la semaine de 4 heures. On peut décider de fonctionner comme ça, mais on peut surtout récupérer les bons éléments sur l'efficacité au travail. Tout ce qui va être la loi de Pareto, la loi de Parkinson, tous ces grands principes d'optimisation d'agenda qui vous permettent d'être beaucoup plus efficace. Le livre de Grant Cardone est bien également, La règle du x10. C'est un livre un peu débile dans le fond. C'est un livre qui raconte que en mettant 10 fois plus d'efforts sur ce que vous faites au quotidien, vous pouvez augmenter votre probabilité que vous ayez des résultats. Donc je caricature encore une fois, mais vous êtes dit qu'il faut passer 10 appels chaque jour de prospection pour trouver des nouveaux clients pour votre activité de service. Si vous faites l'effort d'en passer 100, normalement vous augmentez votre probabilité d'avoir des résultats. Donc le livre est autour de ce principe, mais il vaut vraiment le coup de le lire parce que un livre, c'est pas juste quelques phrases comme je vous le présente, c'est tout un contexte, toute une histoire, un accompagnement de réflexion. Et à la fin, quand vous lisez ça, vous avez une énergie qui vous donne vraiment envie de retourner, d'être super efficace en fait dans l'entrepreneuriat, et qui vous aide de quoi faire. C'est ça. Et Vous puis il y aide a à pas mal de témoignages et puis aussi de retours d'expérience, souvent ouais. des auteurs ou c'est plutôt sympa des fois, des bouquins comme ça. Ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, vous pouvez les 3 livres que j'ai dit, vous pouvez directement les implémenter au quotidien. Il y a un 4e livre, par exemple, ça pourrait être le livre d'Alex Hormozy sur sur l'Élysée. Là, il a sorti deux bibles de l'entrepreneuriat. Bon, on va en parler au global. Et en gros, c'est 2 tomes d'un seul et même livre. Les livres d'Alex Hormozy sont très très efficaces et valent vraiment le coup d'être lus. En lisant ces 4 livres, on peut lancer une première activité dans le business. Et après, faut lire des livres spécialisés sur différentes thématiques. Mais ces 4 livres, je pense à eux tout seuls, on peut monter une activité de service à côté de son travail actuel, si vous travaillez, ou on peut lancer une activité en étant étudiant à côté. Et vous avez vraiment, vraiment de quoi faire. Ok. Ça remplacera pas les heures à travailler, par contre. C'est ça. Il va falloir bûcher. Ouais, Et venons-en au fait, du coup, tu disais tout à l'heure en parallèle là, on va partir sur le volet entrepreneurial. Si tu veux, on va diviser côté IMO, côté entrepreneuriat. Ouais. Tu disais déjà qu'en parallèle de tes études, tu as commencé à monter un ou plusieurs business, c'est ça? Ouais. Donc, Alors j'ai commencé par lancer des projets que je n'ai jamais terminés, forcément. Donc toutes les idées possibles, hein, j'avais appris à coder quand j'étais plus jeune, donc je voulais développer une application. Il y a plein de sujets. Un jour, donc j'étais un petit crack du digital, hein, forcément à force de coder des applications qui marchaient pas. Et un jour, là c'était l'opportunité via mon père, mine de rien, qui me dit qu'il a un collègue de travail qui lance une start-up et qui cherche quelqu'un pour animer les réseaux sociaux. Alors ok. moi directement, j'avais vendu mon premier site à 25 €, hein, pour te donner une idée. Hein, voilà. Mon deuxième site à 700 €. Donc je me dis là, c'est du récurrent, c'est payé chaque mois. Il suffit de poster sur Facebook et Insta, c'est pas très compliqué. Et donc j'ai fait une proposition à l'époque. J'ai échangé avec le potentiel client à 400 € par mois. Ils m'ont quand même négocié à 350, mais c'était comment dire, c'était génial. T'es étudiant, tu gagnes pas un rond. J'étais en 3e année. À l'époque, j'avais même pas de loyer à payer. Ce qui m'intéressait, c'était comment j'allais payer mes pizzas et mes bières, grosso modo, ou mes sorties en boîte. La base. 350 € par mois. Déjà, tu te poses pas la question de comment on les déclare. Tu commences par vouloir les encaisser. Et après, déjà, ça change vraiment tout. Et même déclarer correctement, je veux dire, tu te faisais taxer quoi, 22, 21% à l'époque. C'est royal. Donc j'ai eu ce premier contrat et pendant 1 an j'ai continué avec ce contrat et à un moment je me dis bah en fait c'est con, j'ai un client, ça se passe super bien, ça me prend que dalle de temps. Qu'est-ce qui se passait si je faisais l'effort d'en trouver un deuxième? Donc là tu vois un peu le cheminement. Donc je me dis comment je peux en trouver un deuxième. Je me mets à prospecter à fond sur LinkedIn. Donc c'était LinkedIn ma prédilection. Ok. Je vendais des prestations de community management. Et là je tombe sur un deuxième gars et je teste une nouvelle propale à 500 €, 0 négociation, ça passe. Donc là, j'ai 2 clients, 350 plus 500. Là, le Covid arrive.
Donc on continue les prestations et je me dis mais en fait je l'ai fait x2, pensez Grant Cardone et si je le faisais x10 et je me mets à prospecter comme un zinzin pendant le confinement. Donc j'avais créé 7 comptes LinkedIn et à l'époque on pouvait envoyer 100 messages par jour. Donc j'envoyais 700 fois 7 comptes messages sur LinkedIn avec un compte LinkedIn par région et j'ai contacté énormément de dirigeants pendant tout le confinement. Je passais mon téléphone en visio, des visios d'1 heure de 8h à 19h et j'ai changé avec plein de dirigeants pour leur proposer mes services dans le digital. Si bien un an après, j'avais accumulé je suis monté à 3 800 €, à quelque chose comme ça, pas loin des 4 000 € de récurrent à côté de mes études en master 1, ce qui était totalement génial. Le master 2, on était censé le faire en alternance, du coup je me suis mis en alternance dans ma propre boîte parce que le master entrepreneuriat le permet. Et là, j'ai continué à développer. J'ai 2 potes qui ont rejoint mon activité que j'avais pris en stage ou je sais plus comment on avait fait ça. On devait monter une agence et on est monté à 10 000 au total en récurrent ensemble. Le problème, c'est qu'à 3, une fois que tu as enlevé les impôts, une fois que tu as enlevé tous ces éléments, c'était sympa quand on jouait dans le monde des bisounours en auto-entrepreneur, mais passer en société, ça le faisait pas, quoi. Et du coup, c'est là où on a voulu emprunter pour des investissements, qu'on s'est pris des portes et on a décidé de trouver un CDI. Et en parallèle, j'ai gardé mes clients, mais voilà un peu pour les débuts. Ok. Et du coup, cette activité, pourquoi? Parce que toi, tu avais des compétences particulières sur les réseaux sociaux ou tu t'es dit, allez, il y a une fenêtre, je fonce dedans et on verra, j'apprendrai sur le tas et... Alors, je veux pas être rabaissant pour les gens qui font du community management, mais je faisais la version low cost du community management. D'une certaine manière, il suffit de poster sur Insta et Facebook. Alors, c'est quand même du travail, c'est de faire des visuels. Et justement, la raison pour laquelle j'ai pas continué, c'est que je pense pas que j'étais très bon sur ça. En gros, j'avais une activité, je faisais des visuels pour communiquer sur ce que mon client faisait. D'un point de vue créatif, j'étais mauvais. D'un point de vue idée de contenu, c'était sûrement pas excellent. D'ailleurs, je pense que on devrait regarder le travail. Mais les clients étaient comme des dingues. Et en fait, les clients me disaient, bah tu vois, moi j'ai un client qui est venu, qui me dit qu'on vous a vu sur les réseaux sociaux. Et c'était du recrutement, donc c'est que de la marge. Et donc ils considéraient gagner des clients grâce à moi. Donc en fait, on va dire moi j'étais un peu que 2 bras 2 jambes sur tout ça. Et donc je mettais pas forcément de compétences, mais je mettais des heures. Et en fait, j'étais surtout sur un environnement que n'importe qui peut apprendre assez facilement, d'une certaine manière. Je voudrais pas être dévalorisant pour les gens qui le font bien, surtout parce qu'il y a des gens qui ont une vraie compétence, qui ont une vraie formation. Mais moi, je faisais partie des personnes qui tiraient le marché vers le bas au niveau des prix. Par contre, qui faisaient la qualité qui allait avec, quoi. Et il n'empêche qu'en cumulant plein de contrats, en étant bien organisé, j'arrivais à sortir quand même un petit chiffre d'affaires sympa pour un verre d'étudiant. Donc non, tout le monde peut clairement le faire. Hein. Et tu t'organisais comment, au niveau de tes journées? Parce que les cours, t'avais master, t'as quand même, je pense, c'est 25-30 heures de cours par semaine, non, même pas? Ouais, alors à 25-30 heures. En fait, j'étais théoriquement en alternance, donc j'avais, il me semble, que c'était 3 jours de cours, 2 jours en entreprise dans la théorie. Ok. 3 jours de cours, donc c'était pas que du temps plein. Enfin là, je te parle de ça. On parle de la fac. Hein. En termes de rythme, c'est un peu plus que les écoles de commerce, mais c'est pas non plus un gros rythme. Surtout que l'avantage, c'est qu'avec le confinement, on avait tout en visio, donc on était dans l'espace de cowork, dans l'entreprise de coworking, on était. Il y en a un qui mettait la visio, on signait la fiche de présence. Il y en a un qui gardait la visio, les 2 autres qui bossaient. Enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi. Ça nous a pas empêché d'avoir le master. Hein. Mais ça c'est pour le côté bordélique. Après, d'un point de vue organisationnel, à l'époque, j'étais plus à la to-do list. Donc, c'est-à-dire que j'avais ma to-do list chaque matin. J'avais des tâches récurrentes avec l'application Todoist. Et en fait, concrètement, le concept, c'est que j'allais pas me coucher tant que la to-do list n'était pas terminée. Après, j'ai bifurqué sur une stratégie plus d'agenda avec des blocs de travail client par client. Et en fait, si tu es capable de bien estimer le temps que tu dois passer sur un client, et ça s'ajuste avec le temps, bah tu sais qu'un client, tu as besoin d'y passer 3 quarts d'heure chaque semaine parce que tu as été efficace et que tu as des process qui te permettent d'être efficace. Et ben en fait, à la fin de la journée, t'as eu le temps de traiter tes 7 ou 8 clients dans une journée. Et en fait, si tu peux en traiter 7 ou 8 dans une journée, bah x5 dans une semaine complète, tu peux en faire beaucoup, quoi. Après, la réalité, c'est qu'à l'époque, l'organisation était quand même vachement perfectible. Je bossais le soir, je bossais le week-end. Okay. Au tout début, j'avais l'approche vraiment de plein de clients. J'acceptais tout type de contrat. C'est lorsque j'ai pris mon CDI en société de conseil d'ingénierie
que j'avais quand même des journées 8h, 9h, 19h30. Donc là, c'était compliqué de travailler pendant les heures de boulot. Je passais quelques appels perso, mais pas grand-chose. Et là, je bossais les samedis matins. Et en bossant juste le samedi matin, j'arrivais à sortir 4 000 € hors taxe par mois en auto-entrepreneur, ce qui était plus que confortable et ce qui était surtout le double de mon salaire de ce que je faisais en société de conseil. Un peu, non, peut-être pas le double, mais pas loin, quoi. Incroyable. Ok. Et du coup, donc t'as pris ce job donc d'ingénieur, c'est ça? Business manager. Business manager. On appelait ça. Et bon, déjà, ça consiste en quoi exactement? Alors c'est génial que tu poses la question parce qu'en plus après j'ai recruté des business managers pour les sociétés de conseil. Les business managers, c'est un super métier pour apprendre l'entrepreneuriat et là je vais vraiment jouer la marque employeur pour toutes les sociétés de conseil d'ingénierie. C'est un métier qui est superbe et qui est très très formateur en fonction de là où on va. Il y a 3 casquettes. La casquette recrutement, la casquette commerciale et la casquette management. La casquette commerciale, l'objectif, c'est d'aller démarcher des responsables techniques, directeurs techniques, DSI, etc. Okay. Pour leur proposer les compétences de ces ingénieurs qu'on va louer à la journée théoriquement. Le vocabulaire est pas parfait, mais c'est de l'intérim de luxe en fait. Donc, on va identifier des opportunités commerciales. Je suis Volvo à Vénissieux, j'ai besoin d'un architecte data avec 5 ans d'expérience et en tant qu'architecte. Et en fait, on a le besoin, donc là on a bien fait son travail de commercial. On va ensuite chercher à recruter, soit la personne elle est dans nos équipes ou dans les équipes d'un collègue et on peut le positionner sur la mission parce que la disponibilité match, soit on va aller recruter cette personne. Et donc dans ce cas-là, on part en chasse, on va sur LinkedIn, on contacte tous les architectes data de France et on essaye de trouver la perle rare. Donc on apprend la compétence du recrutement. Une fois qu'on a recruté la personne, on la positionne sur la mission et là c'est du management. C'est du management de projet, c'est du management de personnes. C'est un consultant c'est un client qui vous appelle un vendredi à midi pour dire que votre consultant n'est jamais arrivé au travail parce qu'il a appelé le client pour lui dire qu'il était pas assez payé et du coup qu'il avait pas assez d'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture. C'est gérer un peu des merdes au quotidien. C'est apprendre les 3 compétences phares, à mon avis, qui permettent de monter une boîte. En plus, ça permet de faire pas mal d'argent. Parce que c'est un métier en sortie d'école, t'as un projeté entre 50 et 55 en brut annuel. Donc c'est plutôt pas mal et c'est très vite évolutif. On peut vite aller chercher les 100K au bout de 5 ans. Enfin, c'est vraiment super comme poste. Par contre, c'est dur parce que c'est intense. C'est pas un métier facile. C'est commercialement, on a de la chasse. D'un point de vue recrutement, on a toutes les merdes possibles et d'un point de vue management également. Mais c'est une super école et il y a vraiment des belles boutiques sur le marché qui cherchent à recruter, qui n'arrivent plus à trouver des commerciaux qui ont la dalle et qui ont envie de vraiment chasser au téléphone. Donc c'est un métier vraiment super et donc dans un second temps, je me suis mis à recruter des business managers parce qu'en fait, je sais que dans la ruée vers l'or, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui vendent les pelles. Et donc moi, je voulais retourner à l'entrepreneuriat, mais j'avais vu l'argent qu'on pouvait faire dans le recrutement et c'était clairement une super niche. Du coup, cette activité, en fait, ce CDI a découlé sur ce projet entrepreneurial, c'est ça? Ah exactement et surtout déjà pendant ce CDI j'étais dans une super équipe je peux citer peut-être l'entreprise je sais pas si ça pose souci. J'étais chez Alten donc une des grosses sociétés de conseil d'ingénierie. Je pense que ça fait partie de la plus grosse société de conseil qui reste quand même avec un dirigeant qui est encore à la tête de l'entreprise. Donc vraiment une belle boutique qui est très réputée sur le marché. Et du coup, je voyais les niveaux d'exigence du recrutement des business managers et j'entendais surtout qu'ils galéraient à recruter des business managers. Et en m'intéressant au marché du recrutement, je me suis rendu compte que le recrutement d'un business manager, c'était facturé grosso modo en moyenne 10 000 €. 5 000 € à la signature, 5 000 € à la validation de période d'essai. Et en fait, c'est les modalités que j'ai appliquées. Et donc, si vous arrivez donc c'est un projeté à 10 000 € par recrutement. Si on arrive à faire 2 à 3 recrutements par mois, ce qui est intense, mais ce qui est faisable, ce que j'ai réussi à faire à la fin de l'activité, ça vous permet de faire un projeté à 30 000 €. Sauf que c'est que de la marge quasiment. Vous avez quelques frais à gauche à droite, donc ça a été vraiment super efficace. Et je pense que j'ai perdu ta question du coup. Non, c'est du coup comment tu t'es lancé dans cette activité en fait en parallèle de ton job, ça a découlé sur ça en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à mon job, j'ai pu avoir un crédit pour un appartement, un Airbnb à Croix-Rousse d'ailleurs, dans un quartier de Lyon. Et il y avait des travaux à faire. Donc moi, j'ai posé ma démission parce que là-bas, je voulais monter un cabinet de chasse de profil blockchain. Donc encore rien à voir. Parce que je voyais les salaires. Un substrate developer, c'est un salaire à 220 000 par an.
c'était des fees à 20%, donc je pouvais prendre entre 30 et 40 000 sur un recrutement. Je voulais faire un truc dans la blockchain, clairement. Recrutement de profil tech dans la blockchain. Ok. Il se trouve que je me barre et là j'ai besoin de finir les travaux de mon appartement que je faisais moi-même parce que moi c'est plomberie, plâtre, électricité. Enfin je fais quasiment tout. Est-ce que je le fais bien? C'est pas garanti, mais en tout cas je le fais. Et du coup pendant mes mois de travaux, mon ancien directeur d'agence me contacte, me dit ouais. J'ai validé pas vraiment une rupture conventionnelle, mais un départ pour créer mon entreprise. Et donc c'est là où il m'a dit bah écoute, moi je te propose un truc, c'est on s'associe. Alors là je me souviens, j'ai pas réfléchi, hein. Au bout de 3 secondes j'avais dit ok, aucun souci, 50-50. C'était mon directeur d'agence, donc forcément il en jetait, hein. Et donc on s'est associé à 50-50 et on a démarré l'activité la 2e semaine de janvier en 2023. 2023, ok. Donc voilà. Mais c'est la rencontre, le parcours en CDI qui permet d'identifier l'opportunité du recrutement, la difficulté, donc se confronter à la difficulté, c'est là où il y a de la marge, et d'avoir aussi des personnes et nos premiers clients l'associé et nos premiers clients. Donc ça facilite beaucoup les choses. Ok. Et donc, toi, t'as quitté ton job, en fait, à cette période. C'est ça. Et après, t'es lancé à fond dedans? Alors le recrutement à fond, fallait amorcer un peu le pipe d'opportunités commerciales et de recrutement, mais une fois que c'était parti très fort. Au début, on faisait 2 recrutements par mois, donc ça faisait 20 000 en projeté. Alors quand je dis en projeté, c'est parce que c'est sous-entendu que la période d'essai est validée. La plupart du temps, ça a été le cas. Et après, on arrivait à sortir 3 à 4 recrutements par mois, donc c'était quand même des très beaux projetés. Sur la fin de l'activité, parce que du coup c'est pas une activité que j'ai continué, il y avait quand même pas mal de validations de période d'essai qui n'ont pas abouti. Mais ouais, j'ai enchaîné assez vite. J'ai toujours maintenu à côté quelques prestations dans le digital parce qu'il y avait ce côté récurrent que j'aimais beaucoup, des contrats récurrents à 400, 500, 600 euros par mois. Mais ouais, je me suis lancé à fond vraiment dans le recrutement à ce moment-là et c'était mon activité principale et je passais mon temps à ça quasiment. Ok. Et du coup, ouais, tu t'es structuré en asso. C'était quoi? C'était une SAS, SARL? Alors, au tout début, c'était une SAS à 2 à 50-50 pour la simplicité de gestion. On va avoir l'occasion d'en reparler dans le volet immobilier, mais du coup, j'ai eu le sujet d'investir dans l'immobilier à un moment. Et à ce moment-là, je me suis structuré avec une holding en EURL classique qui détient du coup ma SCI et à 50% à l'époque ma société de recrutement. Et ensuite, j'ai racheté les parts de mon associé. Et donc je suis passé à ma holding détient maintenant 100% de ma boîte de recrutement. Je fais encore des recrutements de temps en temps, mais c'est vraiment au cas par cas. C'est de l'activité qui est pas amenée à être en croissance, on va dire. Donc cette activité, tu la gardes en parallèle, mais tu développes pas, c'est ça? Alors je la garde en parallèle. Dès que j'ai des demandes, d'opportunités de reliquat de clients qui étaient les bons clients, parce qu'il y avait des bons et des mauvais clients, je bosse qu'avec les bons clients quand j'en ai envie et quand c'est un recrutement facile. Et j'ai aussi la trésorerie à liquider dans l'entreprise, donc il y a aussi la société est toujours ouverte, hein, mais c'est vraiment je vais faire un recrutement tous les 2 ou 3 mois quoi. Et là je vais vraiment pas me fouler, je vais faire au réseau, je vais faire 2-3 messages. Je fais en sorte que mon heure elle soit payée la plus chère possible. Donc le but c'est de faire 10 000 euros en faisant quelques messages par-ci par-là pour un client et il faut pas que je dépasse les 3-4 heures quoi pour bosser un recrutement. Ça a souvent peu de chances d'aboutir parce que c'est un métier où il faut mettre de l'intensité. Mais avant, je faisais des entretiens de 1 heure avec chaque candidat. Et il fallait que je fasse peut-être 40 entretiens pour recruter une personne. Là, l'idée maintenant, c'est que je fais plus d'entretien, je fais juste des messages. Voilà le salaire, est-ce que ça te convient? Je fais passer le CV et le client final appelle et je pousse le CV que s'il est pertinent. Donc, je fais tout par message et en fait, j'essaye de faire les 20-80 sur les 20-80, enfin les 1,99 de l'activité. Parce que j'ai perdu énormément de temps sur des profils où je savais d'avance que ça servait à rien. Que ça le ferait pas, ouais. Et puis ça parce que la vision, c'était de se dire, on a besoin de 40 recrutements 40 entretiens pour faire un recrutement. Donc, plus je fais d'entretiens, plus je m'approche du résultat. C'est ça. Et puis ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, ta logique du coup de fournir le moins d'efforts possible, mais pour quand même, tu vois, c'est un petit peu comme ton parcours à l'école. Ouais, bah oui, totalement. Mais en revenant même au livre, je te parlais de la règle du x10. En fait, l'ancien discours, c'était la règle du x10, c'est-à-dire que faut faire un max d'entretiens, quitte à faire des entretiens débiles. Et si tu maintiens tes objectifs de moyens,
les objectifs de résultat, parce que tu as bien fait tes stats de taux de transformation, vont en découler. Et au bout du moment où j'ai eu envie de rationaliser et de dire, OK, maintenant je remets de l'intelligence, là, je passe en mode semaine de 4 heures et je dis, bon, bah, je ne fais que des entretiens qui ont un potentiel très probable d'aboutir. Je vais te prendre un exemple, mais moi, j'étais sur un métier où le bac+5 est super important parce que tu es manager et tu manages des ingénieurs. Okay. Et le cliché, c'est des exigences clients. Tu as 90% des clients. Il doit y avoir un peu un respect de la hiérarchie des diplômes. C'est-à-dire qu'un bac+3 ne manage pas un bac+5. Sauf que moi, quand je faisais l'activité à fond, le profil, s'il présentait bien, s'il était bon, je me dis, bon, bah, j'arriverai à le positionner quelque part. Bac+5 ou pas bac+5. Aujourd'hui, en faisant l'activité, je sais qu'en faisant passer un entretien à quelqu'un qui a pas un bac+5, c'est pas pour être méchant, mais c'est juste que ça a très très peu de chances d'aboutir. Et j'en ai que un sur tous ceux que j'ai rencontrés que j'ai réussi à positionner. Pas une question de compétence, c'est juste une question de diplôme. Pareil, si t'as fait une école d'ingénieur, la probabilité que ce soit un profil qui donne envie aux gens dans ce métier est beaucoup plus élevée que si t'as fait une fac ou une école de commerce. Surtout une fac. Donc voilà, c'est le marché du recrutement. Hein. C'est plein d'éléments de sélection et à un moment faut juste être malin sur ça et écouter ce que le client veut vraiment, quoi. Oui, tu rentres dans le moule et puis tu te poses pas de questions. Après, tu fais ton business et basta. Hein. En fait, si t'essayes de dire j'ai créé des égalités des chances, c'est la meilleure manière d'avoir des résultats pitoyables parce qu'en fait, le recrutement, tes clients, ils ont des critères, t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec ça et à un moment, ça veut pas faire des entretiens pour faire des entretiens. Hein. Mais je te dis ça a posteriori, moi j'ai commencé par faire les entretiens comme un con, hein, mais faut les faire pour comprendre pourquoi ça sert à rien de les faire, à mon avis. Exactement. Ok. Et du coup, donc cette activité, tu disais, tu la mets un petit peu de côté, ou là tu le fais occasionnellement, et Ouais. t'es remis à fond sur ton activité de départ. C'est ça? Ouais, le digital. En fait, le digital en soi, ça, c'est vendre un service dans le digital. J'ai commencé au tout début par la création de site internet. Donc ça, c'est de la vente en mode projet. Tu fais un projet, donc un site, tu le vends, tu prends ton billet. Sauf si tu vends de la maintenance, après c'est ciao. Mais du coup, faut retourner chercher un nouveau projet. Comme le recrutement finalement. Quand t'as fait ton recrutement, t'as pris ton billet, il faut gérer le prochain. Un élément que j'avais beaucoup aimé avec le côté community management, c'était ce côté récurrent. C'est une réflexion assez salariée finalement, mais de se dire je vais avoir plein de clients qui vont m'apporter, à qui je vais vendre un service en récurrent, en mode abonnement, comme un loyer, comme un abonnement Netflix. Et en fait, je dois trouver la manière de proposer un service qui me prenne le moins de temps possible par client, et du coup, je vais pouvoir avoir beaucoup de clients sur un abonnement récurrent. Et donc je savais, alors après avoir arrêté le recrutement, en fait je dis que je l'ai arrêté, mais je l'ai arrêté malgré moi, je n'en pouvais plus du recrutement, ça me sortait par les yeux. J'avais recruté 2 salariés dans mes équipes pour développer plus fort, plus haut, plus loin. Et en fait je me souviens le premier mardi 2024, je vais au travail, c'était un mardi, pas envie, mais bon à un moment chef d'entreprise, faut y aller. Pas le choix. Je passe ma journée, je fais tout pour me barrer le plus tôt possible. Enfin, mentalité vraiment pas ouf. Et le mercredi matin, je prends ma poignée, prêt à partir. Et là, j'arrive pas. J'arrive pas. Je me suis dit non, en fait, il y a un problème. Et du coup, j'ai dit à mes équipes, comme si je devais me justifier, étant donné que c'était ma boîte, que j'allais être entêté aujourd'hui, que j'avais une contrainte. Et en fait, j'ai passé la journée à me renseigner sur le concept du burn-out. Et j'étais un peu sur le début, on va dire. J'étais pas sur le vrai burn-out. C'est pour ça que ça reste un burn-out, mais je me suis réveillé avant. Et là, pendant 2-3 mois, donc déjà, j'ai lourdé les salariés avec leur accord, ça s'est super bien passé. Ok. J'aurais proposé un plan de sortie pour qu'ils trouvent encore mieux, donc ils sont tous les deux super contents. Donc ça, j'ai été clean. Mais du coup, pendant 2-3 mois, ouais, fatigué. Et là, je me suis retourné, je savais que j'allais retourner dans le digital. Et je voulais juste avoir l'énergie. Je pars en vacances avec des potes à Dubaï qui étaient dans le digital, qui me chambrent beaucoup sur le côté burn-out. Ils écouteront sûrement le podcast. On est sale entre potes sur ça. C'est la blague maintenant. Alors que c'est pas très drôle, mais bon. Et du coup, au retour de Dubaï, c'est bon, j'étais plein d'énergie, j'ai rattaqué. Et là, j'ai rattaqué comme, je sais pas si le terme est adapté, mais comme un connard. C'est-à-dire que c'est terminé l'époque du master où où j'avais mis 2 ans à passer de 0 à 3000. Là, je te fais un passage donc tous les clients que j'avais eu gardés en reliquat, ils désignent
pendant mon burn-out. Donc, je repars vraiment à 0-0. Ok. J'ai envie de dire, c'est la feuille blanche, tout est possible. Et là, en termes de prospection, j'ai monté les standards. J'utilise tout ce que j'ai appris chez Alten et les méthodologies de recrutement. Et là, je passe de 0 à 7000 de récurrents en 2 mois. En 2 mois? 2 ou 3 mois. D'avril à, alors, le début du chiffre, c'est avril, début avril. Fin mai, j'ai 7000 de récurrents. J'avais mon tableau de visualisation avec tous mes clients, le montant. C'était des patates, hein. J'écrivais quand ça allait signer, je les entourais quand c'était signé. J'avais le gros chiffre au milieu du tableau avec le cumul. Et j'ai dépassé les 7000 en 2 mois. Ce qui est absolument énorme par rapport à tout ce que j'avais fait, tout ce que j'imaginais pouvoir faire. Et en fait, c'est juste que j'ai vendu plein de contrats entre 350 et 400 euros. Et j'ai juste travaillé comme un chien de accumuler les contrats, accumuler les entretiens de prospection, à devenir bon en commercial, meilleur qu'avant. Merci l'école Alten. Je te dis, ton podcast est sponsorisé, hein, t'es pas au courant. Et voilà, et ça a été juste formidable. Déjà, la culpabilité d'avoir échoué la boîte d'avant passe un peu. Et du coup, c'était trop bien. C'était si bien qu'en fait, mon meilleur pote, qui était également dans le digital, qui écoutera sûrement ce podcast, qui lui avait mis 2 ans à monter de 0 à 15 000, il s'est dit, putain, je suis à 15 000, je suis pas content de mon activité. Alors là, je parle pour lui, hein. Mais il était à 15 000 de récurrents, donc ce qui est génial. Et en fait, il était blasé parce que putain, il s'éclatait pas, quoi. Et il était freelance en caleçon chez lui, il faisait un max de pognon, mais putain, il se faisait chier, quoi. Et il m'a dit, bah bingo, je vois ton enthousiasme, je vois que tu défonces tout en termes de croissance. Go, on s'associe comme à l'époque, c'était un des potes avec lesquels on avait monté la première boîte. Ok. Et on s'associe comme par hasard. C'est pas du tout un reproche, hein. Il a de la décroissance sur son portefeuille client. Pile au moment où on s'associe, moi j'ai encore de la croissance. Et au moment où on s'associe, il doit être à 8000 ou 8500 euros de récurrent parce qu'il a eu une grosse décroissance. Et on arrive avec un portefeuille à 50-50. Et du coup, là, on s'est associé à 50-50 et on développe Convertix, donc une agence spécialisée sur Google Ads et Meta Ads. Ok. Donc, c'est vraiment du publicitaire. Et l'enjeu, c'est de réussir à accompagner un max de clients tout en gardant de la qualité de travail, parce que sinon, nos clients vont nous dégager. Voilà, et de cumuler un max de contrats. Et si bien qu'on a déjà embauché une personne en CDI là dans nos équipes sur ce dernier trimestre. Et on a d'autres recrutements à prévoir sur 2025. Donc, c'est plutôt de bon augure. Ok. Et du coup, je pense aux personnes qui savent pas du tout ce que c'est Google Ads, etc. Pour vulgariser au maximum, du coup, Ouais. toi, qu'est-ce que tu fais dans un accompagnement client? Déjà, Ouais. je pense que tu as des clients qui font un peu de tout, en fait. T'as pas une activité Ouais. spécifique que tu cibles. Non. Et comment tu les accompagnes, en fait? C'est quoi ton accompagnement? Ouais, alors ça va être le moment de la petite publicité. On va dire il y a 3 sujets principaux sur la partie acquisition. Il y a la partie notoriété, la partie service et la partie e-commerce. E-commerce, ça va être un site La Redoute, ça va être des sites très connus de vente, très connus ou pas, hein, qui vont vendre des produits sur Internet. Là, l'objectif sur Meta, ça va être de montrer des visuels qui donnent envie aux gens d'acheter les produits concrètement dans ce contexte. Ok. Sur Google, ça va être faire en sorte que quand tu tapes une requête, mon produit apparaisse quand la requête est en lien avec le produit. Exemple tout bête, tu vas acheter des éviers par exemple, un évier d'une marque spécifique. Tu vas taper évier puis le nom de la marque spécifique. Et tu vas avoir des publicités qui vont apparaître. Et moi, mon enjeu, c'est de faire en sorte que mes clients apparaissent à cet endroit-là, Ok. apparaissent au meilleur coût par clic et surtout au clic qui a le plus de probabilité de déclencher un achat. Et donc à la fin, on pilote combien d'euros on met sur la table sur la partie budget publicitaire face à combien ça rapporte. Ça, c'est la démarche e-commerce. Ok. C'est la même chose côté méta, mais méta, on joue plus sur le visuel et on va cibler des centres d'intérêt. Si tu es une personne qui aime, par exemple, si méta identifie que tu es plombier, ça va être intéressant de te cibler dans mon exemple. Côté service, ça va être la même chose. Maintenant, on va proposer des services en accompagnement. Donc, ça peut être des artisans, par exemple, des électriciens. T'es électricien à Rouen, tu veux avoir des appels entrants. Bah, quand les gens tapent électricien à Rouen, tu veux apparaître régulièrement. En fait, nous, on va choisir les meilleures opportunités d'achat pour te positionner. T'es électricien, tu vas nous demander de faire du méta, on va te dire que ça nous semble une mauvaise idée. Parce qu'en fait, t'appelles pas un électricien parce que t'as vu une pub dans la rue ou parce que t'as vu une pub en story. T'appelles un électricien parce qu'à un moment, t'es dans la merde et t'en as besoin, quoi. C'est ça. Et c'est là où on va vraiment faire un accompagnement de conseils pour choisir quelle est la meilleure régie, quel est le budget minimum, parce qu'il y a des métiers qui sont très chers où on va payer 8 euros le coup par clic, d'autres on va payer 20 centimes.
Voilà. Et le dernier pilier, donc service e-commerce, ça va être la partie de notoriété. C'est là où je pense qu'on est les moins bons parce que nous, on est bons pour aller chercher des performances pour nos clients. La partie notoriété, ça va être le fait de faire connaître un concept. Par exemple, t'es la Croix-Rouge, tu veux faire connaître le fait que la Croix-Rouge change de logo, t'as besoin de faire plein d'affichage. Je vais dire, c'est les campagnes que je juge faciles parce qu'il n'y a pas d'objectif de performance derrière et que je suis incapable de juger si ça a été un succès ou pas la campagne. C'est les campagnes qui nous parlent le moins parce que nous, on aime bien quand il y a des résultats et quand on peut soit être content parce qu'on a réussi, soit mécontent parce qu'on a échoué. Et ça, en notoriété, c'est plus compliqué. Donc voilà globalement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur Google, c'est des requêtes d'intention. Les gens tapent quelque chose, on te fait apparaître au bon moment. Et côté méta, c'est comme un spot publicitaire sur le bus, sauf que au lieu que tout le monde soit ciblé, on te cible en fonction de qui tu es, ton comportement. Si t'es un acheteur compulsif, par exemple, on va peut-être être très intéressé pour te cibler. Ok. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas. Si, t'as très bien vulgarisé, donc au top. Je te remercie. Et on va dire pour clôturer un petit peu ce volet entrepreneurial. Là aujourd'hui, du coup, t'es investisseur IMO à côté. Ouais. Tu te rémunères comment la partie rému? Tu te rémunères avec parce que là, si j'ai bien compris ta logique, ta holding détient du coup 50% des parts de cette société, peut-être ton associé. Tu fais remonter des dividendes, enfin ou des management fees dans la holding et tu te rémunères après en salaire ou alors tu fais d'autres prestats encore en auto-entreprise. Non, alors aujourd'hui, en fait, toute ma rémunération, elle vient de la holding. Donc, c'est-à-dire que je fais capitaliser avec ma boîte de recrutement, les reliquats de trésorerie et les recrutements que je fais par-ci par-là. Je fais une remontée de trésorerie mensuelle dans ma holding. Même chose côté Convertix. Donc, grosso modo, ça me permet de faire remonter un peu moins de 10 000 euros par mois dans la holding. On va partir du principe qu'en France, pour te sortir 1 euro net, faut en payer 2 euros au global. Quasiment, ouais. C'est à peu près ça. Un peu moins, mais c'est à peu près l'idée entre les frais d'expertise comptable, etc. Ça, c'est la théorie. Maintenant, dans la pratique, moi, j'ai quand même pas mal les boules de me sortir 4 500 euros net et d'en payer 9 000. Donc, pour l'instant, je me verse vraiment des salaires minimales. Là, typiquement, sur 2024, je me suis versé 1 200 euros net par mois parce que c'est important d'avoir un minimum pour 2 raisons, parce que c'est toujours intéressant de cotiser pour la retraite. Ça valide des trimestres. Qu'on y croit ou pas à la retraite, moi je pense qu'il y aura forcément des alternatives et des solutions qui seront proposées. Donc c'est pour ça que je cotise au moins un minimum pour les valider. Et aussi pour éviter la taxe Puma, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, mais quand on a de l'immobilier et si on se verse trop peu de revenus, on peut avoir une taxe supplémentaire. Parce qu'on gagne pas assez d'argent, on peut avoir une taxe supplémentaire de 10%. La taxe Puma, elle est très peu connue. Et pourtant, pour les rentiers, en fait, c'est la taxe pour les rentiers, en fait. Et ceux qui ont l'ambition d'être rentiers à 100% de l'IMO, vous aurez pas perdu votre journée à passer 10 minutes à vous renseigner sur ça. Donc ça, c'était le petit moment info. Dans la pratique, ouais, je pourrais me verser beaucoup plus, mais en fait, je me verse vraiment le minimum parce que j'arrive à me démerder à aller chercher des financements sans. Mon parcours immobilier est pas non plus gigantesque pour l'instant, parce que finalement j'ai passé beaucoup de temps à entreprendre. J'ai réussi à emprunter, alors on va peut-être en reparler après, mais avec vraiment peu de bilan en société, avec des feuilles d'imposition dégueulasses. Donc pour l'instant, j'ai réussi à me démerder sans. Là, actuellement, je suis sur un sujet de résidence principale et donc je suis en train de promettre à la banque que je vais me verser 3 000 euros net par mois. Et j'en ai absolument pas envie. Et en fait, je ne les dépense pas du tout parce que quand on est entrepreneur, il y a pas mal de charges qu'on fait passer sous la société. Il y a pas mal d'événements qu'on pourrait mettre à mi-chemin entre perso et pro, mais en fait, tous mes potes sont entrepreneurs, donc ça passe toujours sous la société. Il y a pas mal d'événements ou de déplacements que je fais où c'est mi-vacances, mi-pro, mais en fait, ça passe tout sous la société parce que à la fin, ça apporte à mon business. Donc en fait, je vis beaucoup sous ma société. Donc en fait, bah ouais, je suis aux yeux des impôts, je gagne pas bien ma vie, quoi. C'est ma société qui la gagne bien. Exactement. Mais voilà, après ça peut être amené à évoluer. Là, j'ai promis à ma banquière que j'allais me verser 3 000 euros net par mois. Je le ferai peut-être si j'ai mon crédit. Ce sera un peu la récompense. C'est un peu le monde à l'envers, mais et pour l'instant, j'arrive à me démerder sans. Alors, je serai sûrement bloqué, hein, mais. Bah écoute, et puis on va en venir du coup maintenant sur ton parcours d'investisseur. Ouais. Donc t'as acheté plusieurs biens immobiliers et l'activité tout à l'heure, pré-étudiant, c'est ça? Ouais. Ok. Alors c'était le premier du coup ou pas du tout? Ah oui, c'était le tout premier. Alors là, l'histoire rapidement, je vais être
totalement transparent dessus. Je dois avoir 16 ou 17 ans à l'époque et j'ai un pote qui était plus vieux que moi à qui j'explique que c'est possible de vivre de l'immobilier. Alors j'étais un gamin, hein. Sur la manière de le présenter du moins, je disais bah t'achètes un appartement, tu rentres tant d'euros, tu rembourses tant à la banque et donc tu gagnes le différentiel. Alors le problème c'est que j'avais pas pris en compte les impôts, les charges, enfin tout ce qu'on veut. Mais dans le principe c'était la beauté naïve. Alors après en fait faut juste faire une projection hein, et corréler la chose, mais voilà. Et j'ai un pote il dit ça et je lui montre pareil, il me dit non c'est pas possible tout ça. Je lui montre par H plus B que c'est vrai. Et le gars est vraiment top, il s'appelait Quentin et il me dit mais si c'est vraiment, si c'est possible, tout le monde le ferait. Et donc, bah, forcément, la fameuse question. Et lui, ce con, bah, en fait, au lieu de juste m'écouter, il prend son petit billet, tac, il va à Saint-Étienne, il fait des visites, il finit par faire un prêt étudiant, il le fait. Et donc, super, il a un appartement, il tourne, il doit rembourser, il a un différé, il doit peut-être rembourser 100 euros, 200 ou grand max 300 euros par mois, il rentre 400 euros. Alors l'investissement est pourri, hein, mais le concept de cette passée à l'action est super. Et donc moi, il vient me voir et il me dit littéralement, bon, c'est bon, je l'ai fait, à ton tour. Et moi, forcément, voulant faire le mec le plus fort et tout, j'avais accumulé un peu de sous à côté, entre tous les Noëls, tout ça. J'avais 10 000 euros sur mon compte, 12 000 même, je me souviens. Je fais un prêt étudiant pour en acheter 2, du coup. Parce que forcément, faut être meilleur que ton pote. Attends, c'est moi qui donne les consignes. C'est bon. Faut que je reprenne la marge d'avance. Et du coup, j'achète 2 appartements, un studio à 27 000, non, 26 500. J'avais fait une offre à 27 000, l'agent immobilier a été sympa, il me l'a surnégocié à 26 500 parce qu'il savait que ça passait, en plein cœur de Saint-Étienne. Et encore mieux, j'achète un T3 de 52 mètres carrés, 54 mètres carrés même, à 27 000 euros à Saint-Étienne. Donc le but c'était vraiment le prix au mètre carré. Hein. Okay. Les gens qui habitent à Paris doivent halluciner. Hein. Et en fait, niveau cash flow, on est nickel. Hein. On est nickel, il n'y a pas de souci. C'était dans des apparts en bon état ou pas, non? Bon, non, le studio était en rez-de-chaussée. Il était dans un état. Je veux dire, t'es pas fier de posséder ce studio, quoi. Non, c'était pas un bon état. Mais en fait, l'objectif, c'était de le louer à des gens. Et moi, je m'en foutais, d'ailleurs, à l'époque. J'avais été locataire à Saint-Étienne 1 an. Mes parents m'avaient foutu dans un caf furon. Je veux dire, je m'étais dit, si moi, je m'en foutais. Moi, j'en foutais, j'avais un endroit où dormir. Donc, je me dis, si moi, j'ai toléré ça. Enfin, je me suis pas posé la question. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, moi, j'ai toléré ça. Du coup, d'autres le toléreront. Et j'ai pas eu de souci à le louer. Enfin, j'ai réussi à le louer. Mon pote qui était devenu agent immobilier entre-temps sur Saint-Étienne et qui se spécialisait pour faire investir les gens, gérait mon appart. Il se démerdait comme il pouvait. Il trouvait toujours des locataires. J'ai rentré jusqu'à 400 euros par mois sur ce studio à Saint-Étienne, c'est énorme. Et je remboursais pas parce que j'avais un différé. Okay. J'avais un différé de 3 ans. Et mon T3, je l'ai loué, j'ai 510 euros. Et donc ça faisait grosso modo au plus haut, ça a fait quasiment 900 euros de loyer et je remboursais 636 au bout de 3 ans. Donc le cash flow y était. Okay. Mais en fait le problème de Saint-Étienne, pour fermer la boucle sur ça, c'est qu'aujourd'hui en fait sur le papier ça va bien, sauf que le jour où il y a des travaux, en fait oui la renta est bonne, mais ça ravale tout le cash flow qu'on a fait pendant 2 ans. Ça vaut tellement rien que si on fait on paye 3 000 euros de travaux, c'est 10% du prix de l'appart. Donc voilà. Pour l'instant, Saint-Étienne n'a pas trop pris. Je suis désolé, hein, j'ai un peu une dent contre cette ville niveau investissement, mais j'ai toujours un appart là-bas. Et en fait, le truc, c'est que si jamais tout se passe bien et que le marché fait x2, comme il a fait en 20 ans sur Lyon, putain, je passe de 27 000, je passe de 27 000 à 54 000. C'est de la merde, quoi. 27 000 euros de plus-value. 27 000 euros de plus-value, si ça fait 10% par an sur Lyon, c'est ce que je fais par an. Donc, en fait, Saint-Étienne, c'est une fausse bonne idée. C'est une idée qui semble bonne, qui sur le papier est superbe, mais qui dans la réalité des choses ne vaut pas l'énergie qu'on y investit, à mon avis. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est super pour faire ces expériences, faire ces premières fois. Mais après, faut rentrer dans le vrai game, quoi. C'est pas là où tu vas faire de la perf, quoi. C'est pas là où tu vas gagner ta vie. Ça va, si tu veux, il y a toujours l'approche renta et l'approche patrimoniale. Et du coup, tu compares 2 choses. Du coup, tu partages l'approche rentabilité, qui va être plus, voilà, les petites villes comme Saint-Étienne où en fait, t'achètes ça pas cher au mètre carré et en fait, tu peux louer quand même un peu plus cher. Ouais. Donc, tu vas être sur des rentas, après, tout dépend ce que t'achètes, mais plutôt entre 10 et 15%, si t'achètes bien. Ouais. Alors que Lyon, Lyon ou les grandes villes,
si t'optimises pas forcément, t'as des rentas éclatés, des fois du 2, du 3, du 4%. Ah non, mais c'est ça. Je parle sans optimiser. Par contre, derrière, vu que c'est patrimonial, comme tu dis, tu vois, les 25 ou les 27 000 de plus-value, tu peux les prendre en 1 an, ou en 2 ans, enfin, peu importe. Mais, donc ouais, c'est deux approches différentes et c'est vrai que, mais après, tout se réfléchit, il faut juste définir sa stratégie. En fait, Saint-Étienne, alors je sais même pas si c'est une question de point de vue. Alors je préfère être hyper tranché. Et d'ailleurs, c'est pas mal pour si un jour tu fais des réels, en plus ça ira bien. Mais je pense vraiment qu'il y a pas de, il y a assez peu de situations dans lesquelles ça vaut le coup dans la situation de Saint-Étienne, parce que si tu cherches un taux de un taux de rentabilité, Saint-Étienne, tu vas tout battre. Moi, en théorie, sur les papiers, je pouvais faire 20% j'avais 20% taux de renta sur Saint-Étienne, parce que 27 000, alors je vais refaire mes chiffres pour pas essayer d'avoir trop con, mais 510 au plus haut, x 12, 6120. Si j'ai acheté l'appartement, si je calcule hors frais d'agence ou quoi, allez, je sais pas, on dit 25 000 euros. Putain, ça fait 24% taux de renta, donc même au prix que je l'ai acheté, ça fait 20%. Sauf que c'est de la vanity metrics, parce qu'en fait, la réalité, c'est que Saint-Étienne, t'as toujours de la vacance locative. Il me semble que c'est 20% de vacances locatives. En termes de dossiers, c'est pas les mêmes dossiers que dans d'autres villes. C'est con, mais c'est pas cher. Il y a pas énormément. Enfin, c'est la galère niveau emploi, le taux de chômage. C'est pas le même. Enfin, encore une fois, c'est de la grande caricature et je vais peut-être me faire allumer en commentaire ou quoi. Mais vraiment, je le recommande pas. Je trouve que c'est la fausse bonne idée. Et ouais, tu parlais de la valeur patrimoniale. Putain, mais mine de rien, ça compte parce que en fait, le studio, j'ai fini par le revendre 4 ans après. Saint-Étienne, c'est loin. Donc en fait, c'est loin, c'est à 1 heure, mais j'ai pas de temps à perdre à aller vendre l'appartement parce que je gagne mieux ma vie à côté d'aller faire des allers-retours. Résultat, je me bouffe les frais d'agence sur la revente. Ok. L'appartement, je l'ai acheté 26 500 et je voulais m'en débarrasser, je l'ai revendu 27 000. Une fois que t'as enlevé tous les frais, etc., j'ai rentré 20 000. Et en fait, tout l'argent que j'ai gagné en 4 ans de location, ils m'ont permis de payer tous ces frais. Et en fait, c'est pour ça que dans de la longue détention, pourquoi pas. Maintenant, le problème de la longue détention, c'est que c'est un coup d'opportunité. Et c'est là où justement, oui, il vaut mieux faire Saint-Étienne que rien faire, c'est sûr. Mais maintenant, au niveau du coup d'opportunité, on préfère mettre de l'énergie à acheter un appartement sur Lyon que d'acheter 5 appartements à Saint-Étienne, parce qu'en fait, alors je sous-entends sur Lyon par rapport aux 30 ans, c'est-à-dire que il faut choisir aussi là où on veut mettre son énergie. Aller à Saint-Étienne, c'est souvent des emmerdes parce que du coup, il faut plus d'appartements pour gagner de l'argent en absolu. Alors qu'à Lyon, on peut faire du gros rendement. On peut faire du gros rendement avec du Airbnb, avec de la coloc. Donc, je reviens de Saint-Étienne pour faire du levier au rendement à Lyon, et parce que, enfin, il y a la valeur relative, mais il y a aussi la valeur absolue, quoi. Je veux dire, si on se déplace pour, enfin, déboucher des chiottes à Lyon ou à Saint-Étienne, le ROI est meilleur à Lyon. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, en découle, parce que là, tu as fait ces 2 premiers investissements, tu en as revendu un. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite? Alors ensuite, donc j'ai fait l'appartement Aquarus en Airbnb qui tourne super bien. Ça, c'est un des travaux que j'ai fait intégralement. J'ai acheté un T2 bis, ouais, non, c'est un T2 de 45 mètres carrés qui était resté dans le jus des années 70, hein, vraiment dans le style, en rez-de-chaussée. Et du coup, je l'ai acheté. J'ai fait quoi, 20 000 euros de travaux. On rajoute 10 000 euros de frais de notaire, un truc comme ça. Il m'a coûté 210 000, donc j'ai déjà une plus-value de 40 000 euros latent avant que le marché baisse, hein, malheureusement. Parce que j'ai acheté à 1% de taux d'intérêt, mais du coup, forcément, le marché s'est cassé la gueule entre-temps. Par contre, je rembourse 900 euros par mois et je rentre 1 500 euros de Airbnb derrière. Alors, il y a des frais, hein. Après, je paye l'électricité. Ça, c'est net de conciergerie et de femme de ménage, par contre. Okay. Mais ça permet quand même... C'est des chiffres qui sont plus intéressants que la location classique. Aujourd'hui, je dirais que c'est à peine plus intéressant que la longue durée, parce que je gagne plus, c'est sûr, mais par contre j'ai plus de risques sur du Airbnb. J'ai les voisins qui cassent les pieds, de temps en temps il y a des choses à régler, alors que si j'avais un locataire, il aurait payé peut-être 800 euros par mois, j'aurais pas eu à payer son électricité, je m'y retrouverais presque. Je gagne mieux, mais c'est pas forcément la panacée. Là aujourd'hui, j'ai la nouvelle révélation pour moi, et j'anticipe un peu ta future question. C'est le dernier projet d'investissement, c'est des colocations. Okay. Déjà,
alors je défends mon point de vue directement, après tu auras peut-être des questions, mais le Airbnb, c'est pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, tout le monde lutte contre. À Lyon, il y a des règles qui font que déjà, dans tous les cas, je pourrais pas en faire un deuxième. J'ai réussi à passer entre les mailles du filet pour le premier, le deuxième sera pas possible. Du moins, je n'ai pas envie de rendre ça possible parce que c'est pas assez intéressant financièrement. Tout le monde lutte contre. Les voisins sont casse-pieds. Enfin, il y a plein de raisons de pas le faire. Et la renta n'est plus une raison parce que la colocation en fait répond à un autre besoin, déjà en termes de logement, parce qu'en fait j'avais vu les stats, elles vont dans mon sens d'ailleurs, mais je crois qu'il y a 8% des étudiants en grande ville qui arrêtent leurs études par souci de trouver un logement. Premier élément. Oui. Ensuite, la colocation sur Lyon. Quand on regardait les titres du Progrès au début, en septembre 2024, on voyait le camping de Mézieux, qui est une ville à côté de Lyon, qui loue des camping-cars et qui loue des emplacements pour que les étudiants puissent se loger car ils ne trouvent pas de logement, ou des gens qui vont à Saint-Étienne louer mes apparts à Saint-Étienne, enfin les miens du coup, pour ensuite prendre 50 minutes de train pour venir à Lyon pour étudier. Donc il y a un vrai sujet de logement, et quand on met une annonce en plein mois de juillet, on n'a pas trop de soucis à remplir la colocation. Ah ouais, non, Une colocation. je te confirme, hein, je te coupe, mais à l'époque, quand j'étais propriétaire sur Lyon, dans le 5e, à Point du Jour exactement, je me suis séparé au mois de juillet. D'accord. On a vendu l'appart. Ouais. Donc moi, dans l'immédiat, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais en tout cas, ce que je savais, c'est que je voulais pas payer cher de loyer. Donc je me suis dit, je veux me remettre en coloc. Ouais. Putain, la galère, je suis tombé en même temps que les étudiants. C'est septembre, octobre là. Pire chose. Oh là là, horrible. Ouais, non, mais c'est pour ça. Alors, il y a vraiment une période, hein. C'est-à-dire que on va pouvoir creuser, mais la colocation, c'est alors, total, du coup, j'en ai fait 2 autres aussi avec mes parents, donc ça me donne un peu de visu sur le marché lyonnais. Donc, j'en ai 3 que je pilote actuellement, dont 2 dans une SCI avec mes parents. Okay. Et en fait, en gros, il y a une grosse fenêtre de tir à partir des résultats de Parcoursup, APB, à partir du 15 juin. D'un coup, ça se réveille et toutes les réservations, c'est là que ça démarre. Il y a la période creuse qui est vraiment entre janvier et mi-juin, où il y a vachement moins de demandes parce que les étudiants sont plus en recherche, sauf pour les stages de fin d'études. Mais là, c'est le moment où c'est galère. À partir de mi-juin, on peut louer juillet, août, septembre sans aucun souci, sans que les étudiants soient dans l'appartement. Moi, je parle d'étudiants parce que moi, les colocations stratégies, c'est les colocations étudiantes. Ok. Parce qu'en fait, certes, on loue aux étudiants, mais on loue aussi à papa-maman en général. Et en fait, quand il y a papa-maman derrière, en fonction des profils choisis, en fait, c'est les revenus des parents qui comptent. Et parce que les étudiants, on le prend juste pas trop teufeur dans l'idée. Et ça autofinance. Et au niveau des chiffres, parce que je pense bien que tu vas me poser la question, moi j'ai une stratégie d'acheter des appartements qui ont 3 chambres, dont le salon a le potentiel de devenir la 4e chambre, et je transforme les appartements en 4 chambres en colocation, ce qui me permet, je cherche des appartements que je vais pouvoir louer grosso modo 500 € charges comprises la chambre, parce que c'est souvent il y a toujours pas mal de charges quand même, ce qui permet de rentrer 2000 € de loyer sur un appartement qui en hors charge, j'aurais peut-être rentré on a peut-être fait 1002, 1003 de location maximum. Donc vachement plus intéressant. Et une fois que c'est en place, bah pendant un an, à part 2-3 interventions, il y a plus rien à faire. Donc vachement plus intéressant et moins emmerdant que le Airbnb. Okay. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis à fond sur ce modèle parce que grosse demande, des offres aussi bien présentes, mais en fait pas assez pour répondre à la demande. Et du coup, donc, tes 2 premiers apparts à Saint-Étienne, tu les as fait ça en nom propre. Ton appart à Pont-Rousse, tu l'as fait en nom propre aussi. Exactement. Si j'ai bien compris, une coloc en nom propre, c'est ça? Alors non, justement, alors oui, j'ai pas été précis sur ça. La colocation, je l'ai fait via une SCI qui dépend de ma holding. Ok. Donc, ta holding à départ. Moi, je suis déjà endetté à fond en perso. Oui. Là, j'optimise mes chiffres pour pouvoir aller chercher un nouveau projet en perso. Mais après, là, je dépasse totalement. Je suis à 45% de taux d'endettement. Enfin, il y a plus rien qui va après. Donc là, je rame comme je peux pour faire un dernier en RP en nom propre. Mais après, ça va être 100% dans ma SCI. Parce qu'en fait, je pourrais pas faire autrement. Parce que le HCSF nous casse les pieds. Alors l'avantage quand on est en société, c'est que les banquiers pros, ils réfléchissent. Alors il y a ceux qui réfléchissent encore avec le HCSF à 35%, mais il y en a beaucoup qui regardent le TRI. C'est tu mets combien de pognon, moi je risque combien, est-ce que tu gagnes de l'argent, en fonction des banques, ils vont dire bah faut que les mensualités couvrent 120% du crédit.
Et dans ce cas-là, tout roule, quoi. C'est ça. Et après, le HCSF, si tu veux, on l'impose en nom propre. Ouais. Si tu veux, là-dessus, il n'y a pas de sujet. En SCI, c'est préconisé. Et après, libre à chaque établissement d'appliquer ou non les règles. Et après, ça dépend de pas mal de choses. Ça peut dépendre du contexte économique. Voilà, si je l'ai vu moi dans certains établissements où en fait on avait faim un petit peu en termes d'objectifs. Si tu veux, il fallait terminer les objectifs. Ça faisait rentrer un petit peu de chiffres. Donc, allez, un client que tu n'aurais pas fait habituellement, bim, tu le fais. Ouais. Donc voilà, des fois, il faut tomber au bon moment avec le bon conseiller. Et c'est tout. Et alors, je fais une petite digression, mais je pense que ce serait super intéressant. Tu l'as peut-être déjà fait, et pourtant j'ai écouté tous tes podcasts, d'avoir une vidéo où justement on rentre dans les mailles un podcast où tu rentres dans les mailles de qu'est-ce qui te fait pencher à ce niveau-là, parce qu'on a l'impression qu'il y a des règles avec la pastille rouge ou la pastille verte. Et on se rend quand même compte qu'il y a moyen d'améliorer la situation. On parle du scoring bancaire, mais on parle juste de tomber sur le bon conseiller. Et moi, c'est vraiment ma vision aujourd'hui. C'est que je discutais avec quelqu'un qui est banquier, qu'on connaît d'ailleurs tous les deux, qui me disait, mais en fait, les dossiers immobiliers, moi, j'ai aucun intérêt à me faire chier à les monter. Parce qu'en fait, c'est long, il manque des documents. Même quand j'ai fait une offre, je peux me faire planter. En tant que banquier, j'ai pas de variable dessus. Enfin, franchement, je préfère aller vendre des assurances ou vendre d'autres produits ou faire d'autres opérations que faire ça. Et donc, certains banquiers qui refusent manu militari, qui donnent des lettres de refus sans même avoir monté le dossier parce qu'en fait, putain, dès que le dossier est pas parfait et on n'est pas sûr à 100% que ça passe, il y en a, j'ai l'impression que ça les saoule. Et ça, c'est un discours que j'ai déjà entendu. Alors, justement, il y a ces personnes. Et c'est pour ça que pour moi, un enjeu hyper important, c'est de trouver le banquier qui s'intéresse à l'IMO. Putain, redeviens banquier pro, s'il te plaît. Parce que moi, justement, là, l'enjeu, c'est de me faire un réseau, et ça fait partie de mes objectifs 2025. Je veux me créer un réseau de 5 banquiers, idéalement en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur lequel je vais pouvoir compter pour m'accompagner sur tous mes projets IMO, et pour que je puisse aller les yeux fermés faire des visites en me disant que derrière, putain, je vais pas galérer à obtenir mon crédit, quoi. Parce que moi, je suis sûr de mes projets. Je fais des projets à gros cash flow, enfin, du moins à cash flow. Et en fait, on galère à se les faire financer, alors que il y a des banquiers, ils cherchent pas est-ce que tu peux être financé, ils cherchent comment je vais monter le dossier pour que tu puisses obtenir ton financement. Parce qu'en fait, ils savent que t'es sérieux, ils ont compris que tu t'avais compris les règles. Eux, ils ont peut-être de l'immobilier à titre perso, et en fait, ils cherchent comment jouer avec les règles pour qu'elles aillent dans l'autre sens, quoi. C'est ça. Alors après, on va dire un banquier part, c'est compliqué dans le sens où en fait c'est normé, donc t'as pas le choix. En fait, c'est CDI ou alors revenu, peu importe. C'était patron, c'est 3 ans de récurrence. Et derrière, en fait, est-ce que t'es en dessous de ces 35%? Oui. Est-ce que t'es au-dessus? Oui ou non, peu importe. Et en fait, c'est en dessous des 35, c'est oui. Si t'es au-dessus, c'est non. Ou alors, on peut déroger, mais dans une certaine mesure. Et pareil, ça c'est de plus en plus compliqué parce qu'il faut justifier. Donc faut s'entourer, je pense, plus de conseillers pro. C'est ça. Et il faut aussi se structurer du coup. Faire ça en SCI, en SAS. Après, il y a aussi des établissements où, entre guillemets, c'est un peu plus facile. Je pense notamment, tu vois, CIC, Crédimut, c'est le même groupe. Ouais. Où là encore, on pense différemment. Tu vois, moi, pour être transparent, je travaille à la Caisse d'aide tout de suite. En SCI, t'as encore cette histoire d'endettement. On fait encore un endettement global, tu vois. En tout cas, mon petit groupe, tu vois. T'as plusieurs caisses régionales et la politique risque est différente dans chaque caisse régionale. Moi, dans ma caisse régionale, on fait encore l'approche. Enfin, on nous oblige encore à faire cette approche-là. Alors qu'au Crédimut, moi j'ai fait un passage éclair, j'ai bossé 1 an et demi là-bas, en fonction du client, bien évidemment, pas la personne qui touche 1 000 euros par mois, mais plutôt tu vois des bons profils, des clients, voilà, soit des salariés des cadres, 2005, 3000, 4000, 5000 euros, ou alors sinon des chefs d'entreprise. Où là, en SCI, on faisait entre guillemets abstraction de l'endettement perso. Et alors on pondérait les loyers, comme d'autres banques, 70 ou 80%. Et si par contre il y avait là on utilisait encore l'approche différentielle. Je sais pas si ça te parle. Ouais, alors justement, je sais qu'il y a des nuances à avoir sur ça. Voilà. Et en fait, on faisait l'approche encore différentielle, c'est-à-dire que, imaginons ton loyer pondéré, il faisait 1 000 euros
et derrière, tu avais 800 € d'échéance de prêt. Ouais. C'était bon, tu pouvais emprunter. Par Ouais. contre, les 200 € qui étaient générés ne revenaient pas dans tes revenus. Par contre, à l'inverse, si jamais tu avais 1000 € de crédit et 800 € de revenus, si tu veux, ça générait, donc tu avais un déficit théorique de 200 €. Ça, par contre, on l'imputait à tes revenus perso et ça rentrait dans ton endettement. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionnait. En tout cas, moi, comment j'ai travaillé au CIC Crédit Mutuel. Et justement, moi, quand je parle de l'interlocuteur bancaire, c'est surtout trouver celui qui sait qui va t'accompagner, qui va se battre pour toi. Et en fait, qui va limite jouer un peu avec les règles, parce que moi, tu me parles de pondération. Moi, j'ai déjà vu des banquiers qui m'ont dit, putain, enfin, on va t'accompagner. Normalement, les 70% de pondération des loyers, t'inquiète, on va faire autrement, ils prennent que 100%. Enfin, ils prennent 100%, pardon. Les revenus auto-entrepreneurs, je crois qu'en principe, c'est 50% qu'on garde. Mon dossier, il passe nickel, il manque 1 an de bilan, parce que j'ai 1 an où j'étais auto-entrepreneur, il les compte à 100%. Alors, c'est jouer avec les lignes, j'ai envie de dire. Mais, parce que c'est maîtrisé, parce que mon dossier, il est hyper bien ficelé. Ça, c'est un conseil que tu as déjà donné, mais de venir avec un dossier structuré de présentation de projet, ça fait la diff. Moi, mon dossier, le but, c'est que les banquiers disent, putain, j'ai rien à redire, j'ai tous les documents et je suis curieux de voir qui fera mieux, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais moi, mon dossier bancaire, je l'ai fait tourner à quelques personnes. Comment j'ai constitué? Tu m'avais filé un morceau de dossier bancaire, que j'avais mélangé avec plein d'autres que j'ai trouvé sur Internet. J'ai fait un dossier hyper structuré que j'ai fait challenger par 5-6 investisseurs du réseau des apéros IMO. Donc, un bon clin d'œil aux apéros IMO, notamment de Flo. Et tout le monde m'a fait des feedbacks et j'ai fait le dossier ultra complet où j'ai carrément un CV personnel qui est intégré dedans, un dossier qui résume tout et où en fait le banquier a 100% des informations qu'il pourrait vouloir. À la limite, la seule chose qui manque aujourd'hui, c'est que j'ai pas mis de choses sur le TRI, sur le rendement du capital immobilisé. Mais je sais que, enfin, en particulier, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc voilà. Mais venir avec un travail préparé, ça fait que derrière, le banquier, il se dit, bon, lui, il ira jusqu'au bout et surtout, putain, il est structuré, il sait de quoi il parle. Il a prévu des marges de sécurité supplémentaires. Et donc, mon but, c'est qu'il soit financier parce que, putain, même si ça se passe mal, il a déjà anticipé une poche de trésorerie pour compenser les échéances. Il n'y a pas d'effort d'épargne. Le projet, il fait 400 € de cash flow. Je veux dire, et le gars compte pas ne compte pas vivre de ça. Ça peut être une option de vivre de l'immobilier. Moi, en l'occurrence, c'est pas ce que je cherche aujourd'hui parce que j'aime mon activité et je veux la développer. Ce que je veux faire, c'est du patrimonial. Mais voilà, en bossant son dossier et surtout en se créant un réseau. Donc les petits déjeuners apéros avec des banquiers, ça vaut le coup. Petits déjeuners et les apéros, pardon, parce que les deux en même temps c'est compliqué. Ça vaut vraiment le coup. Ça permet de construire un réseau. Et c'est pour ça mon but, c'est qu'on puisse faire la deuxième version du podcast fin d'année et que je puisse te dire, bah voilà, j'ai 5 personnes, je les appelle, ils me financent. Sur le type de projet que je fais, donc les colocs. Vas-y, note le petit challenge. Moi, je note et puis on te fait passer avant la fin d'année. Allez, parfait. Vas-y. Parfait. Et du coup, on va dire pour clôturer un petit peu ta partie IMO, si t'as pas de tabou avec les chiffres, du coup, là, il te reste ton premier appart de synthèse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le T3. Ton appart Croix-Rousse, t'as 3 colocs du coup. Alors, c'est à Lyon même ou c'est en périphérie? Alors, les autres colocs, je tiens quand même à préciser, je les ai fait dans le cadre familial. L'objectif, c'était de constituer un revenu pour la retraite de mes parents. Ok. Donc en gros, j'ai fait faire l'investissement au nom de mes parents et directement démembrement pour moi et mes frères. Ah, ouais. J'en ai la gestion. Je m'occupe de la partie opérationnelle. Sur la partie chiffres, c'est pas moi qui porte toute la dette, donc c'est pas du vrai patrimoine. Pour être précis, donc le premier appartement est situé à Oulin et le deuxième est à la Mulatière. Donc c'est vraiment à Lyon périphérie. C'est stratégique aussi c'était stratégique pour les travaux et la gestion au niveau de mes parents. Je m'occupe de toute la partie paperasse, gestion et quand faut aller faire l'agent immobilier porte-clés, mes parents reprennent le relais, on va dire. Okay. Quand faut ouvrir la porte, faire visiter, voilà. J'ai tout optimisé pour gérer à distance. J'habite à Lyon, mais pour éviter de faire des allers-retours à Oulin et Mulatière. Et on a fait des colocations étudiantes. Et chaque chambre est louée 500 € et ça nous permet dans les 2 colocs de cracher 2000 € par mois sur un endroit où normalement les gens sont à 1000 ou 1100, quoi. Ok. Donc
Et au niveau de la valeur des biens, je pense que ça fait aussi partie des questions que tu avais. L'idée, alors le montant exact, toujours en dessous du prix du marché. C'est des appartements qui font 70 et 80 mètres carrés, donc c'est pas les plus grands. C'est pour ça que là, j'aspire à prendre un peu plus grand pour un peu plus de confort. La philosophie, c'est se dire que j'achète toujours en dessous du prix du marché, de manière à ce que si demain, après avoir eu les clés, je le revends direct au prix du marché, j'ai une plus-value latente. Donc, je dois avoir une plus-value suffisante d'au moins 8% pour les frais de notaire. C'est ça. Et également, je veux de la marge en plus. C'est pas forcément pour gagner ma vie sur ça, mais c'est surtout pour que je puisse faire une opération blanche. Et je pense que c'est super sexy à présenter à un banquier, parce que le banquier se dit, putain, le gars, il a même anticipé la porte de sortie si ça capote, quoi. Parce qu'à la fin, c'est une valeur foncière qui est estimée, je pense, lors des hypothèques ou au niveau des banques. Donc, ça monte, voilà, c'est un critère. Donc là, c'est 2 appartements qui doivent valoir grosso modo 200 000 chacun, je pense. Ok. Et là, tu disais que tu es en train d'essayer de faire financer ta RP. Tu peux décrire un petit peu le projet? Ouais. Alors là, pareil, l'objectif de la RP, c'est de faire, c'est pas de faire un achat-revente directement, c'est surtout d'arrêter d'être locataire, parce que là, je suis encore dans une location. Croix-Rousse devait être une résidence principale qui ne l'a jamais été, parce que j'ai pu faire un changement de destination. Et pour être très transparent, je rentre 1 500 € d'un côté. Et côté location, j'ai une super location à Brotteaux, donc un quartier sympa de Lyon. Et je paye 590. Donc grosso modo, je troque l'un contre l'autre. Donc je trouve que je m'y retrouve bien. Maintenant, au bout d'un moment, au-delà de la partie purement financière, on en a plein la tête d'être dans une location, un appartement qu'on personnalise pas, parce que je suis pas du genre à faire des travaux dans une location. Donc j'ai décidé d'acheter. Si j'achète, je voulais bien acheter. J'achète un appartement situé vers Lapardieu. Grosso modo, une fois refait, il peut valoir 210, 220 000. Il est affiché à 178 000, donc il était pas affiché très cher. Okay. C'était dans le cadre d'une succession, et donc moi je suis venu mettre un coup de rabot. Offre 150 000, refusé. Un autre couple propose 155 000, refusé. Et là, mes parents l'avaient visité parce que j'avais fait la visite en distanciel. J'étais à Marrakech pendant la visite, c'était n'importe quoi, j'étais pas sur place. Et du coup, j'étais en visio avec mes parents, et mes parents ont eu un coup de cœur sur l'appartement avec une super vue sur Fourrière. Il fallait l'avoir, hein. Mon père a même parlé à l'agent immobilier pour lui proposer de faire une offre 10 000 € au-dessus du prix affiché. Enfin, n'importe quoi. Du coup, j'ai rattrapé le coup et je me suis dit, allez, go, j'augmente le prix. Je fais une proposition à 165 000. Et là, j'ai mon associé qui me tombe dessus, qui me dit, William, putain, tu nous donnes des leçons à l'immobilier. Voilà, t'as fait une visite. Bref, voilà, fais une offre avec plus de cojones, quoi. Bon, et je dis, bon, bah, vas-y, 158 000. Et je vais sûrement le louper. D'ailleurs, je vais le louper, c'est sûr. Je fais l'offre, je passe à autre chose, je continue à chasser, je retourne dans mon business, je vais signer des clients, faire du business. Et le lundi soir, j'ai un appel. Je me suis dit que j'allais me prendre une porte ou une compte négo. Ah bah c'est accepté. 3 000 € de plus, ça suffisait. Bon bah très bien. Bon bah du coup j'ai fait baisser le prix de 20 000 sur un appartement qui était déjà bien en dessous du prix du marché. Il mérite un bon petit rafraîchissement avec un bon coup de blanc de partout, mais c'est une blague à 15 000 € au bout du monde. Donc voilà. Et là j'ai une plus-value latente, pas forcément énormissime, mais c'est toujours ça de prix. J'ai 30 000 € à peu près de plus-value latente. Et puis, sachant que le jour où, voilà, si tu arrives à faire financer, le jour où tu y habites, tu vas payer tes mensualités, donc tu vas amortir du capital. Donc, tu as ta plus-value, plus derrière le capital que tu auras amorti. Donc, si tu restes là-bas 1 an, bah, on n'aura pas énorme, mais si tu restes là-bas 2, 3, 4 ans, tu auras un petit peu amorti. Donc c'est ouais, cool. non, mais ça, c'est super intéressant que tu réappuies dessus, parce que c'est le cadeau caché du rentier, parce que on parle beaucoup de vivre de l'immobilier avec le cash flow. Ce qui peut être un peu dangereux des fois, parce qu'on oublie des fois la partie imposition. Enfin, il y a beaucoup de gens qui du coup sous-estiment le cash flow qu'il faut faire pour pouvoir en vivre. Mais le cadeau caché du rentier, c'est surtout le côté amortissement. C'est que, bah, en fait, t'as 20 appartements que t'empruntes sur 20 ans. Au bout de 10 ans, t'as théoriquement payé la moitié du parc locatif. Si tu vends 10 apparts, tu peux faire un remboursement anticipé sur les 10 autres. Et ça, c'est vraiment le cadeau caché du rentier. C'est ça, enrichissement caché. Et puis, alors, un peu moins maintenant parce que les taux sont plus hauts. Ouais. Mais quand tu as eu des taux, tu vois, autour de 1,5, là, c'est cadeau quand même. Ouais, j'aurais dû naître 3 ans plus tôt. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, le principal, tu vois, c'est de passer à l'action et t'as vraiment mis un bon pied dedans, tu vois. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Ok. Et casser des barrières limitantes aussi, parce que désolé, je veux pas que ça fasse le podcast bistrot, mais j'ai profité des vacances de Noël pour lire quelques livres dans l'immobilier pour me remettre un peu dans le bon état d'esprit sur 2025. Et je me suis rendu compte de pensées limitantes qui me venaient de ma propre expérience, qui était très dommage. Par exemple, aujourd'hui, là, je veux repartir sur un investissement en coloc en parallèle de mon achat de nom propre. Ok. Donc, j'allais dire, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que c'est efficace. Pourquoi pas? Bah, en fait, je sais pas pourquoi pas. Bah, peut-être parce que je me sentais pas capable ou que je pensais que c'était impossible de gérer plusieurs travaux en même temps. Mais parce que je partais du principe que les travaux, c'est moi qui allais les faire. Ou alors parce que je partais du principe qu'il allait y avoir des travaux. Et en fait, on a beaucoup d'hypothèses cachées qu'on se fout soi-même dans l'immobilier en disant ça va être dur pour telle raison. Et on re-questionne, on s'en sert d'excuses, alors qu'en fait, si on re-questionnait le sujet d'origine, en fait, je peux très bien exiger de trouver un projet sans travaux, ou alors je peux très bien trouver un projet avec des travaux et donc faire 2 colocations en même temps, en prenant en compte que dans mon offre d'achat, je vais mettre une marge qui va permettre de financer justement les travaux et de les délayer. Encore faut-il trouver des bons artisans, mais ça c'est un autre sujet. Mais il y a beaucoup de pensées limitantes qui Oui, aujourd'hui ce que tu peux même intégrer, tu vois, même la troisième solution, c'est au-delà des artisans. C'est ce que j'ai fait pour mon projet. Ouais. C'est prendre un chasseur, tu vois. Et du coup, Ouais, en plus, totalement. là, c'est royal, tu vois. Ton chasseur. Alors nous, on a un chasseur qui déjà nous a trouvé le bien. Ouais. On a fait quoi? Je crois que c'était moins 50 ou moins 60 000 par rapport au prix du bien. Putain. Et voilà, qui était, on va dire dans le prix, quoi. Donc moins 50 ou moins 60. Et derrière, il gère tout. Il fait Putain, c'est pas mal ça. maître d'œuvre et puis il gère tout d'une main de fer. Il passera, je pense, à l'occasion dans le podcast, mais Ouais. il gère tout. Donc certes, c'est un coût, mais bon, si déjà ton bien, tu l'as bien négocié et que tu vois, tu l'intègres en fait dans ton plan de financement et que tout est rentable, Mmh. il y a aussi cette solution, tu vois. Et indirectement, dans ton financement, tu intègres aussi le coût de ton chasseur. Donc Ouais. finalement, il y a pas de bonne raison de ne pas passer par un chasseur, hein, finalement. C'est quoi? C'est un pourcentage qu'ils prennent ou c'est un fixe ou ça dépend peut-être? C'est après ça dépend vraiment, ça c'est propre Ouais. à chaque chasseur, mais là nous il nous prend donc t'as un pourcentage sur le prix du bien Ouais. et après un pourcentage sur les travaux. Et franchement, OK. certes c'est cher. Après tout est relatif, hein, mais sur le papier c'est cher. Quand je vois tout ce qu'il fait, Ouais. c'est incroyable. Tu vois les artisans, il y en a un qui découvre, je sais pas, on a eu quoi, un problème sur une cheminée qu'on devait écrouler, ça nous a coûté 1500 balles. Bah derrière, il a Mmh. poncé les artisans pour faire descendre de 1500 balles. Donc en fait, Ouais. le seul truc que tu as à faire, c'est on a un groupe WhatsApp parce que du coup j'ai fait ça en association et en fait c'est les gars, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Prenez des décisions. En fait, tu prends juste des décisions, c'est tout. Ouais. Non, mais clairement. Et tu disais que c'était cher. Bah ouais, c'est cher. Par contre, ça coûte combien de pas faire le projet, finalement, en termes de Bah retour sur c'est investissement? ça et puis tu vois moi derrière ça m'a permis de faire ma RP et Ouais. travaux j'y suis tous les soirs, quasi tous les week-ends depuis septembre et au final impossible de gérer les deux, tu vois. C'est Ouais, impossible. bah ouais. Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est encore une idée qui m'était sortie, enfin, intellectuellement que j'ai, mais qui m'était sortie de la tête. Et en fait, là, je retourne en chasse. Je vais passer du temps sur mes horaires de taf perso. Et en fait, tu vois, c'est un autre levier on devrait tous avoir un chasseur qui chasse pour soi en permanence, finalement, d'une certaine manière. Mais bon. Exact. Mais ouais, tu parlais des croyances limitantes et au final, tu vois, tu peux en faire sauter certaines, tu vois, Bah, juste en à ce discutant, niveau-là. en faisant un apéro IMO ou en C'est écoutant un ça, podcast, au moment où vous l'écoutez. exactement. Maintenant qu'on est parti là-dessus, j'ai encore quelques petites questions, Ouais. Willem. J'aimerais que tu nous dises, voilà, si tu as des passions, des hobbies, et s'il y a la lecture dans ces passions hobbies, j'aimerais que tu le mettes de côté, en fait. On en parlera OK. après. Ouais, pas de souci. En plus, je lis vachement moins en ce moment. Je prends moins le temps. Alors, bon, pas mal dans la muscu là depuis 2 ans. Alors, passion, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas dans une routine de muscu où je respecte vraiment mes 3 séances par semaine. J'aime bien l'idée de dire que ça a rejoint ma personnalité parce qu'en fait, avant, je n'en faisais pas du tout et maintenant, c'est un sujet du quotidien. Donc ça, c'est un premier élément. J'ai commencé un nouveau sport qui est vachement bien, que je recommande à tous. En plus, il y en a partout en France. C'est le e-sport arena. Je sais pas si tu connais. Pas du tout, c'est quoi exactement?
Alors, t'imagines un laser game avec des lunettes 3D. Ouais. Tu t'imagines un casque de réalité virtuelle où t'es dans Call of Duty, mais tu as le déplacement d'un laser game. Donc en fait, tu joues dans un jeu, t'intègres un jeu, c'est du sport. Tu te défonces dans la partie, tu te déplaces. C'est pensé pour que tu puisses pas te prendre les murs. Ok. T'as vraiment ce sujet de la performance de la win parce qu'en fait, à un moment, tu veux gagner la victoire, tu veux gagner la partie et tu te défonces et en même temps, tu t'éclates comme un ado qui se fait kiffer sur un FPS, mais en même temps, t'as fait ton sport. Ça, c'est vraiment l'activité du moment sur lequel à la base, j'y suis allé pour une séance d'essai. En fait, j'ai été pris par le truc et du coup, maintenant, j'en fais chaque semaine. J'ai fait ma première compète il y a quelques temps. J'ai commencé en septembre. Okay. Et ça, c'est vraiment un truc qui me prend beaucoup de temps et sur lequel je m'éclate. Ok. Et j'aime bien parce qu'il y a vraiment ce goût de la compétition où en fait, tu joues au début solo puis en équipe et tu rejoins une compète et tu fais en sorte de monter les grades. Alors, je suis vachement bon pour les débutants. Je suis éclaté pour ceux qui ont un vrai niveau. Mais ça, c'est un peu le sujet du moment. Toujours passionné par l'entrepreneuriat, c'est bête à dire, mais quand t'es entrepreneur, tu vis entrepreneur. Enfin, du moins, c'est mon cas. Dès que quelqu'un est enthousiaste sur un projet, même qu'il soit associatif, quoi que ce soit, bah directement, moi, je suis impliqué. Et ça, c'est une passion permanente. Ok. C'est une manière de vivre en fait aussi. C'est dès qu'on rencontre quelqu'un qui a des idées, on veut l'aider à développer son idée. Ce qui a aussi ses aspects négatifs, c'est qu'on s'engage trop. Y a ça. Je suis toujours autant passionné par le fait de faire des travaux. En ce moment, je les fais plus chez les autres que chez moi-même. Ce n'est pas une invitation à m'exploiter dans mon entier. Hein. Mais typiquement, non, j'aime beaucoup aider les gens à régler leurs problèmes de travaux. Essayer de trouver des solutions. Je suis pas forcément le meilleur, mais j'ai des petites connaissances dans tout, donc c'est top. Ouais, voilà. Après, en fait, le travail me prend déjà tellement de temps que finalement, l'entrepreneuriat, c'est mon quotidien. Donc voilà. En ce moment là, je suis aussi sur une. Alors, je peux pas forcément trop en parler parce que c'est en cours, mais je suis sur une expérience sociale en ce moment, un programme de reconfiguration pour l'année 2025, qui fait que notamment, alors on est le 29 janvier, depuis une semaine, j'ai commencé le dry January, ce qui n'a pas vraiment de sens, mais en gros, je suis pas censé boire pendant les 3 prochains mois d'alcool, alors je sous-entends. Et il y a pas mal de choses dans ce défi du sport au quotidien, renouveler, enfin faire des tests sociaux, renouveler sa garde-robe, jeter tous les vêtements dont je me sers pas, enfin faire des petits tests comme ça à la con, ça fait partie de mes passions. Et donc, dans 3 mois, on n'en parle plus, mais ça aura fait partie de mon identité pendant 3 mois et je trouve ça cool et j'aime bien. Ça va dans le bon sens des choses, je trouve. Ok. Bon, bah, c'est cool. On en parlera peut-être en off, au pire. Bah, carrément. Je te filerai le lien si tu veux. Vas-y. Et du coup, maintenant, pour revenir sur la partie bouquin, Ouais. tu disais que, enfin là, tu lis un peu moins en ce moment, mais tu as lu, et du coup, je te rejoins aussi là-dessus. Moi, ça a été mon cas aussi à une époque. Un bouquin par semaine. Ouais, ça c'est Donc super. ouais, tu pensais, en fait, c'était quoi, ces bouquins de limo, les bouquins un peu dev perso, les bouquins, tout. En fait, alors c'est l'époque. Je suis nostalgique de cette époque, donc je vais pas du tout être objectif. J'ai l'impression que c'était une époque où je savais être beaucoup plus rigoureux, mais en attendant, les résultats étaient moins bons qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je te parlais de la to-do list et je n'allais pas me coucher tant que la to-do list n'était pas terminée. C'est pas juste une parole en l'air. C'est-à-dire que tu vois, j'étais étudiant, j'allais me prendre une pinte à 18h, je rentrais à 21h. Elle était peut-être plus dans 3 heures parce qu'il n'y avait pas qu'une seule pinte. Et après, par contre, je me piotais pas tant que la to-do list n'était pas à 0. Et là, dans la to-do list, il y avait notamment la lecture de livres. En fait, c'est simple. On est le dimanche soir. Je prends le prochain livre dans la liste. Je divise le nombre de pages total par 7 et je sais le nombre de pages que je dois lire par jour. Alors, le plaisir, on l'oublie, hein. Au bout d'un moment, je veux dire qu'on soit honnête. Et en fait, je me fumais des livres, mais trop. Et je finissais mon nombre de pages, je dormais pas tant que c'était pas terminé. Je m'endormais limite sur le livre, mais je ne m'endormais pas et je me suis jamais endormi sur un livre d'ailleurs, du coup. Je n'arrêtais pas, c'était du bourrage de crâne. Alors, du coup, le problème, c'est que le plaisir passe. Par contre, en termes de connaissances, je n'ai jamais autant appris de choses que cette année, je pense. On parle de l'effet cumulé, alors typiquement, qui a fait partie des livres que j'ai lus sur cette année, parce qu'à un moment, il faut aussi les trouver, les références. J'ai pris une marge d'avance sur toutes mes connaissances entrepreneuriales qui
qui crée un peu de la distance par rapport aux gens qui ont commencé l'entrepreneuriat à mon âge. Alors, je vais pas me comparer à ceux qui ont hyper bien réussi, mais dans mon domaine, ça m'a développé une super culture. Et c'est pour ça que demain, quelqu'un qui veut vraiment cranter dans un sujet, on parle déjà du fait de dire les 4 meilleurs livres sur la thématique, c'est excellent, mais fumez-vous les 50 livres dessus sur l'immobilier. Et après, franchement, alors, vous allez passer à l'action en même temps, hein, mais si vous faites ça pendant un an, vous aurez vraiment plus d'excuses sur le passage à l'action. Et ça, je trouve que et c'est pas intelligent dans la démarche. Mais c'est le côté Grant Cardone, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut juste être débile, foncer. Et c'est comme dit Yann dans les Gentlemen Investisseurs. Alors, je le cite pas texto, mais grosso modo, à un moment, je veux dire, il y a ceux qui réfléchissent trop, il y a ceux qui font, putain. Combien de fois aux apéros de Flo à Lyon, il y a des instruits qui se ramènent et qui nous disent, bah alors moi, je vais te démontrer pourquoi depuis 8 ans, j'ai pas investi dans l'immobilier parce que telle raison, parce qu'à un moment les crédits étaient trop gros, à un moment j'avais plus de cas, enfin plein de bonnes raisons de pas passer à l'action. Même la pire merde achetée il y a 20 ans, putain, aujourd'hui t'as gagné, grosso modo, t'as gagné de l'argent, quoi. Donc les livres c'est super, mais à un moment même sur la lecture, faut foncer en mode bourrin, quoi. Enfin moi c'est ce que j'ai fait. Alors ça m'a peut-être valu un burn-out, hein, mais en attendant, je suis pas trop mécontent de du parcours que ça me permet d'avoir. Bah, c'est cool. Bah, tu vois, moi, je faisais la même, et sauf que moi, je divisais pas par 7, je divisais par 6. Du coup, Okay. je me laissais un jour de marge à l'époque. Ouais, et en fait, comme tu dis, au bout d'un moment, c'est pas que c'est plus un plaisir, mais c'est surtout que tu te fixes un petit peu cet objectif. Ouais. Et en fait, tu vois beaucoup de témoignages, tu vois beaucoup de gens qui font. Alors après, tout dépend du type de bouquin que tu lis, hein. Ouais. Moi, je pense que c'était un peu le même genre de bouquin qu'on lisait. C'est des entrepreneurs, des gens aussi qui ont fait beaucoup d'immobilier. Ouais. Et en fait, de lire, moi, de mon expérience, d'avoir lu, toi, tous ces témoignages, tous ces retours d'expérience, ouais. Bah, au final, ça m'a permis de cranter, ça m'a permis d'être motivé. En fait, tu te dis, putain, pourquoi eux, ils sont partis de zéro, et aujourd'hui, ils en sont ici, et pourquoi moi, en fait, j'arriverai pas, tu vois. Ouais, mais là, il y a aussi le sujet de quel livre lire, hein, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur ce côté défi d'un an, c'est je pense encore une fois que c'était un peu débile parce qu'en fait, finalement, tu retiens pas beaucoup de choses, mais c'est aussi le plaisir que tu prends dans le respect de la rigueur. C'est qu'en fait, tu t'es fixé une contrainte, tu t'y tiens. Déjà, t'as un accomplissement en ça qui est que putain. Ouais, sur mon CV de vie, en fait, putain, j'ai fait ce défi. Un livre par jour pendant un an, alors qu'il y en a qui arrivent pas sans lire un seul en une seule année. Et tu vois, finalement, demain, si on me donne un livre, on me dit, bah, t'as 3 jours pour le livre. Il y en a, c'est impossible, c'est inenvisageable, putain. Moi, bah, c'est juste, bah ouais, alors j'ai peut-être la flemme, mais je sais que c'est possible, je l'ai fait plein de fois. Parce qu'en fait, je te dis que je le fais sur 7 jours. Des fois, je me suis totalement loupé. Des fois, j'ai dû lire 2 livres en une semaine pour rattraper le retard. La biographie de Steve Jobs, là, elle est juste dans le coin, elle est en train de se casser la gueule dans la bibliothèque d'ailleurs. Elle, je l'ai lu en 8 jours. Mais en fait, c'est dommage parce que du coup, je l'ai même pas. Il y a plein de choses que j'ai pas forcément captées, mais je me souviens du global de l'histoire et au final, le net profit est mieux que si je n'avais pas fait le défi. C'est pour ça que même si c'est sur une période plus courte, putain, ça vaut le coup, quoi. Foncez et alignez les livres avec ce qui vous intéresse aussi, parce que moi, là, dans la bibliothèque, je vois Give or Take, c'était super intéressant, j'en garde des belles choses. Le livre Deep Work, super intéressant également. Limite, faudrait faire une petite bibliothèque des livres à lire, hein, mais c'est ça. Ça, en fait, ça vaut le coup de mettre de l'intensité sur un sujet, parce que si on se met en deep work, qu'on focus sur un sujet, le focus est super intéressant. Là, je m'intéresse à fond aux colocations parce que ça me semble une superbe idée et je l'ai présenté tout au long du podcast, hein, l'idée de la colocation. Mais il y a aussi des fausses bonnes idées, enfin des idées qui semblent bonnes qui ne le sont pas. Et j'essaie de me re-challenger dans le sens inverse en me disant en quoi est-ce que faire une colocation, ça peut être une connerie de développer. Parce que moi, l'objectif là, c'est vraiment d'en faire énormément dans les années qui viennent. J'aimerais bien en faire 2 ou 3 par an supplémentaires des colocations. Et c'est bête, mais si je tiens la continuité dans l'effort pendant 10 ans, bah potentiellement ça me fait 20-30 apparts dans 10 ans en endettement. Après, j'aurai des nouvelles problématiques de scale, donc de la délégation à des agences, mais ce sera des bons problèmes. C'est ça. Et en fait, du coup, bah je prends un sujet et je pense tous les livres qu'il y a sur le sujet. Et en fait, putain, à la fin, je suis moins con sur le sujet, quoi. Et ça m'apporte beaucoup, mine de rien. Et pour partager aussi mon expérience, tu vois. Ouais. Moi, je le faisais en fait parce que j'ai coupé la télé en 2018. Ok. Alors, je regarde encore de temps en temps, tu vois, un petit film sur Netflix ou quoi. Ouais.
En moyenne, c'est à peu près une fois par semaine. Alors, je dis bien en moyenne, hein, des fois, c'est une fois tous les 10 ou 15 jours. Ouais. Et ça depuis 2018. Et en fait, je dors pas beaucoup. Enfin, je dors pas beaucoup. Je dors entre 5 et 6h30, tu vois, par nuit. D'accord. Et en fait, il y a eu une période où j'avais attaqué la lecture et je m'étais dit bon bah ouais, c'est sympa et tout, j'apprends plein de choses. Et là, tu vois, je prenais vraiment du plaisir. Ouais. Et je passais en fait énormément de temps sur les réseaux sociaux. Ah En ouais. fait, je m'étais dit putain, faut que je coupe les réseaux. Et en fait, le temps que je traînais pas sur les réseaux, j'avais pas de télé. Si tu veux, moi j'avais une certaine rigueur au niveau de ma diète, au niveau de sport. Je voulais pas sortir non plus tous les soirs. Je dis bah qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit allez, bah je me lance dans ce défi de bouquin, tu vois. Ouais. Et en fait, c'était pas vraiment j'allais dire c'était pas vraiment une contrainte, mais si tu veux, moi j'avais du temps. J'avais du temps à tuer, tu vois. Oui. C'est tombé en plus à une époque, pile poil à la bonne époque où je me suis séparé, donc tu vois. Ouais, donc tout t'as de la bande passante, quoi. Voilà, exactement. Donc, Ouais. au top. Mais en tout cas, je retiens que du bon et j'allais te demander si t'avais, toi, allez, un bouquin à conseiller. Un seul. Putain. Moi, je vais te donner le mien, tu vois. Celui vraiment que j'ai kiffé et que je relis plusieurs fois par an. Enfin, que je relis au moins une fois par an. C'est Réfléchissez et devenez riche. De Napoleon Hill, non. Yes. Putain, je crois que je suis pas sûr de l'avoir lu. C'est la honte parce que j'ai lu toutes les, je suis pas sûr je crois que je l'ai écouté sur YouTube. Ok. Il est en libre accès sur YouTube. Ça, c'est un tips tout bête, hein. Si vous voulez faire un autre défi en étant plus efficace, écoutez des livres audio. Mais, ce livre-là, tu sais quoi, je le réécouterai parce que je suis pas sûr de l'avoir lu. Ok. C'est de dire à quel point j'ai lu comme un débile. Je suis intéressé, après je réponds à ta question parce que c'est quand même toi l'intervieweur. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ce livre était top? En fait, ce que je trouve top vraiment dans ce bouquin, c'est que déjà il date, hein, parce que Napoléon Hill, c'est pas un bouquin qui est récent. Ouais. C'est qu'en fait, je crois que c'est Tony qui avait dit ça. C'est que première lecture, tu vois, c'est un peu du charabia, tu vas dans tous les sens. Et en fait, en le relisant à peu près une fois par an, toi, t'as tes problématiques dans l'immobilier, t'as tes problématiques dans le business, etc. Et en fait, à chaque relecture, je disais putain, il y a tel sujet qui me sert ou il y a tel sujet qui me parle en tout cas, tu vois. Donc ouais, non, c'est moi surtout vraiment ce qui m'a marqué, c'est la relecture. Et en fait le fait de le lire et de le relire, à chaque fois j'ai découvert des choses différentes, tu vois. Ouais. Donc Bon, je sais ce qu'il me reste à faire du coup. voilà. Et Parce toi, que alors moi du coup, en plus c'est cool, j'ai eu le temps de réfléchir. Finalement, moi je vais retourner sur bon, je pense que je suis pas le plus malin, hein, mais je vais retourner sur le livre un peu débile dont je parle, La règle du x10. ok. Parce qu'en fait, c'est un livre c'est pas très consistant en soi, je trouve. Il est super parce qu'en fait, il développe un message tout au long du livre. Et en fait, c'est le message dont on a besoin. Parce que ça, c'est une théorie que je vais piquer à Oussama Hamar. Il raconte, t'as la personne intelligente et t'as la personne qui fait les choses à fond sans être intelligente. La personne qui prend une décision sera toujours moins efficace que la personne intelligente qui prend une décision sera souvent moins efficace que la personne qui est moins intelligente, qui prend des moins bonnes décisions, mais qui en prend beaucoup plus vite. Ok. Et en fait, ce livre, il donne un état d'esprit de fou furieux sur le passage à l'action, massif, stratégique idéalement, avec un minimum d'intelligence idéalement, mais surtout putain de massif quoi. Et en fait, on apprend beaucoup plus dans les actions en quantité que dans le fait de trop réfléchir avant de passer à l'action. Et ça, je l'ai vu tellement de fois. Ça marche dans la prospection, ça marche dans la chasse immobilière, ça marche dans les actions à titre perso, et ça marche dans l'apprentissage de connaissances. Et je trouve que c'est un super point de départ parce que c'est en lisant un livre comme ça qu'on fait un défi comme on a fait nous deux, à lire un livre par an. C'est en faisant tout en grand, en quantité. Et ce livre fout une pêche. Et en fait, c'est un super point de départ. Lisez-le. Et en fait, j'espère que vous allez être transformé comme j'ai pu l'être parce que ça vous donne la niaque, ça vous donne l'envie de vous dépasser, ça vous fait voir les choses en grand. Et si vous voulez vous mettre à fond dans le développement personnel, après vous vous dites putain vas-y, je vais me fumer plein de livres dans le développement personnel. Donc c'est comme un petit sommaire finalement, ça vous donne la déterre de faire toute la suite. Donc je le recommande vraiment, La règle du x10 de Grant Cardone. Je pense pas que ce soit le livre le plus intelligent et c'est ça qui est bon justement. C'est que c'est pas parce que c'est intelligent que ça marche pas, au contraire. Ok, bon c'est cool. Et pour terminer, j'ai encore deux questions. Avant-dernière question, j'aimerais savoir si tu investis ailleurs qu'en immobilier, de la bourse,
Ouais. Des métaux, des objets de luxe, des formations aussi, de l'investissement sur toi-même. Est-ce que Ouais. Est-ce que tu investis? Alors, moi, si je suis très transparent, je pars avec un départ où je suis vraiment une grosse pince, je pense. Dans le sens où quand je fais un investissement, enfin, c'est moi qui m'occupe des finances dans ma société, parce que toute dépense qui n'est pas nécessaire, je l'évite vraiment. Je pense que je suis chiant même. Mais bon, voilà, ça c'est faire mon point de départ. En termes d'investissement, dans les connaissances, je vois vraiment sur chaque investissement le côté retour sur investissement. Ok. Et tout investissement en formation que j'ai fait a systématiquement, c'est comme faire un chèque sur lequel tu mets un x10 en dessous. C'est-à-dire que sous le montant, t'imagines que tu as écrit x10, et donc je cherche un investissement où je sais que directement je vais avoir des bénéfices. En achetant une formation dans le recrutement qui me permet d'être 2 fois plus efficace et donc de faire 2 fois plus de recrutement. Je fais financer la formation 5 000 balles, et ça me rapporte 10 recrutements plus rapidement, donc 100 000 balles en projeté. Enfin, j'ai investi, mais j'ai beaucoup investi l'argent aussi des systèmes de formation, parce qu'on parle de formation. Putain, la formation c'est génial, la connaissance. Il vous suffit d'une connaissance dans une formation pour que ça vaille le coup. Starter Cash par exemple, ça m'a coûté 400 balles, je crois. Je l'ai acheté une semaine avant qu'il y ait les réductions d'ailleurs. C'est très intelligent. Le livre, c'est génial, la formation est géniale, hein. Sauf que je suis pas assez impliqué, je suis pas passé à l'action. Mais en fait, j'ai retenu une seule chose. Et en fait, ça m'a fait gagner tellement d'argent. La seule chose, putain, je sais pas si je peux donner cette info, mais grosso modo, ça vaut le coup d'avoir plus que le minimum en termes de couchage, de penser au fait d'avoir plein de couchage. Et en fait, j'ai payé 400 balles pour n'exploiter que cette info, alors qu'il y en a énormément d'autres qui sont super intéressants dans la formation. Et le retour sur investissement de cette information à laquelle j'avais pas pensé, elle est largement de plus de 400 balles, hein. Franchement, au moins 5-6 000 euros à moins 5-6 000 euros depuis le début, hein. Donc c'est pour ça que l'investissement sur les connaissances, oui, mais encore une fois, je suis une grosse pince et je fais tout financer si possible, parce qu'on est dans un pays où on paye assez d'impôts. Il y a énormément de systèmes de financement de formation, et les organismes de formation se font un max de cash. Et si vous pouvez faire financer vos formations, n'hésitez pas. Enfin voilà, c'était pour le premier élément. Sur le reste des investissements, j'ai un PEA, j'ai pris date, j'ai aussi une assurance vie. J'ai plus fait par principe et parce que j'avais du cash de côté. Aujourd'hui, je crois pas que ce soit là où mon argent est le mieux placé, parce que je pense que l'argent est mieux placé dans l'immobilier à faire du levier, parce qu'avec 5 000 euros, avec 10 000 euros, si je fais du levier dans l'immobilier sur le moyen long terme, ça me rapporte beaucoup plus. Ma stratégie PEA, alors ceci n'est pas un conseil d'investissement, enfin de toute façon on n'est pas diffusé sur je suis même pas obligé, qu'on soit obligé de dire ça, mais peu importe, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Mais grosso modo, moi je fais que de l'ETF. Ok. Je fais un tiers MSCI, un tiers S&P 500, un tiers Nasdaq 100. Ok. Même si je crois que Nasdaq et S&P se croisent beaucoup. L'intérêt, c'est que c'est des ETF qui sont plutôt stables, qui en moyenne font 8% en lycée. Je suis rentré au meilleur point possible, et aujourd'hui on est au plus haut point, donc je suis très content des performances. Ça me fait peut-être un plus 30% de perf, enfin ce qui est génial sur peut-être 1 an et demi. Donc en termes de bourse, c'est génial. J'imagine qu'on va se taper un crash prochainement. Ce serait bizarre qu'on se tape pas un crash prochainement, donc si vous n'êtes pas rentré, c'est sûrement trop tard. Et d'un autre côté, c'est peut-être aussi le meilleur moment pour rentrer maintenant. Donc le concept du DCA, tout ça. Après on est sur des petites sommes, hein, on parle de moins de 10 000 euros. Donc voilà. Là où je suis plus exposé, c'est sur les cryptos. Ok. Les cryptos, pareil, j'ai été rigoureux. J'ai acheté au son du canon et j'ai revendu au son du violon. Grosso modo, mon premier point d'entrée était sur la chute entre les 35 000 et les 19 et les 16 000 dollars. Le Bitcoin. Le Bitcoin, ouais. J'ai acheté en DCA, donc au début ça faisait mal, et en fait quand j'ai acheté entre 16 000 et 22 000, ça a fait du bien, et aujourd'hui ça a bien pris, et j'ai pris j'avais des paliers qui étaient définis, j'avais un plan d'action. J'ai déjà fait 3 bull runs depuis que je suis exposé aux crypto. Okay. Je suis jamais sorti. Là, j'ai enfin compris la leçon. J'ai prévu un plan de sortie, parce qu'on sait jamais où est le plus haut. Et là, j'ai déjà aujourd'hui, on est le 29 janvier, le Bitcoin est vers les 100 000, et j'ai déjà sorti 75% de mon buy. Okay. Donc il me reste 25% de mon exposition en crypto, avec un objectif que j'ai actuellement fixé à 140 000.
qui est hyper arbitraire. Mais déjà, j'ai déjà pris mes gains. Donc, je pense à tous ceux qui n'ont pas pris leurs gains et qui vont peut-être s'en bouffer les doigts dans quelques mois. C'est ça. Moi, j'ai appris mes leçons, hein, j'ai trop oublié. Par contre, je suis content, j'ai acheté aussi quand ça se cassait la gueule. Donc ça, c'est top. Voilà, hein, globalement, non, je suis exposé. Ethereum, Bitcoin, plutôt Bitcoin maximaliste maintenant. Et sinon, j'ai pas trop d'altcoin finalement. Ok. J'ai fait quelques swipes sympas sur des NFT, sur quelques collections, des fois 200, mais sur des montants assez ridicules finalement. Ok. Et après voilà, en fait finalement immobilier. Après mon plus gros investissement, c'est dans mon entreprise finalement. C'est là où j'ai le plus de cash qui vient, donc voilà. Mais à l'avenir, le gros du levier, ça va être sur l'immo et les cryptos. Ok, bon bah c'est cool. Et dernière question pour clôturer ce podcast. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi ta vision? Oh, putain. Poser la question à un môme de 25 ans, c'est alors je vais avoir des débuts de réponse. Je suis certain de pas avoir une réponse complète. Et d'ailleurs, je pense que c'est souvent le cas. Vas-y. Disons, dans un premier temps, si on se pose la question, c'est souvent qu'il y a peut-être un sujet, à mon avis. Donc déjà, c'est peut-être de ne pas se poser la question. Ce qui est certain sur les débuts de réponse que je peux avoir, c'est que je pense que réussir sa vie, déjà, on réussit peut-être mieux à être, c'est peut-être dans le confort déjà. Dans le confort où, c'est vraiment, j'ai pas préparé ma disserte, hein, putain. Dans le confort où, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux avoir un minimum de moyens pour pouvoir être confortable pour réussir sa vie, parce que quand on crève la dalle ou quand on a des problèmes qu'on ne désire pas avoir, que monsieur, madame, tout le monde ne désire pas avoir, c'est quand même plus compliqué. Après, on a déjà une première réussite, notamment pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, c'est que si on a le moyen de les écouter, on a déjà eu de la chance au niveau du loto géographique. Il y en a quand même qui en chient quand même pas mal dans le monde, donc je pense que c'est un bon démarrage. Après, c'est pas parce que on en chie ailleurs que on peut pas avoir des standards. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est compliqué comme question, hein. Ouais. Ne pas être excessif en tout, c'est une bonne chose. Être équilibré. Je pense qu'il faut être excessif sur des périodes et il faut surtout identifier son ikigai. À la limite, ce serait plus ça, c'est identifier là où quelque chose qui contribue, là où on se fait plaisir, là où on est bon, parce que souvent on aime ce sur quoi on est bon, et à un moment juste quelque chose qui a de l'avenir et qui est périn, c'est pas mal. Je suis pas forcément très convaincu de ma propre réponse, hein. C'est une question compliquée, mais j'ai pas de réponse absolue. Typiquement, je pense pas qu'il y a besoin de la Rolex pour réussir sa vie uniquement, ou de la grosse voiture. On a tous nos plaisirs. Moi, je pense que j'aime beaucoup la simplicité. Ok. Enfin, c'est con, mais aujourd'hui, j'ai un appartement qui est quand même assez sommaire. Je suis pas du tout dans l'ostentation. J'aime le côté dépassement de soi, j'aime le côté entrepreneurial. Typiquement, j'aime bien l'idée de construire un peu un patrimoine qui soit important. Mais la raison pour laquelle je le fais, c'est pour le plaisir du développement. C'est pas c'est pas pour le dépenser, typiquement. Peut-être plus pour le transmettre. Construire quelque chose qu'on va pouvoir transmettre, ça fait partie des réussites et des dessins de réussite, des débuts de réponse. Voilà. Et on en reparle dans un an. La réponse sera peut-être évoluée. Ouais, bah écoute, avec plaisir. En tout cas, je te remercie pour ton partage. Bah écoute, avec grand plaisir. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!